Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. OK, mon ami Jerry, avec Mr. White en studio, Yann Sénéchal est stand-by. On a le Doc Boucher qui va nous faire un tour également. Bienvenue sur Radio Pirate Live, début de semaine, lundi. Week-end était bon, mon ami Jerry? Oh oui, super Yes. week-end, très très le fun. Parle-moi de ça. Parle-moi de ça. Parle-moi de ça. Mr. White aussi? Oui, monsieur. Oui, très reposé puis prêt à faire cette semaine-là. Commençons par les vrais sujets. Parce que tu m'as posé la question pendant le Prime. Et vu que Radio Pirate Prime, on le fait comme en genre de 2 parties, déjà des auditeurs ont entendu notre discussion, donc j'ai déjà des petites réponses pour toi. Un des gros sujets, c'est les histoires de Air Fryer, OK? Donc, non, c'est pas ma recette de poulet avec mayonnaise et panko, c'est le fait qu'il y a plusieurs... Puis là, tout le monde pensait que leur Air Fryer était dangereux. C'est juste une marque. Toi, tu l'as commandé où? Tu l'as acheté où, ton Air Fryer? Mr. White, il l'a commandé, il est en déplacement dans le studio. C'est Amazon. Ouais, j'ai commandé OK. sur Amazon, c'est ça. OK, donc Amazon. Bon, ceux qui ont commandé, là, l'histoire, là, parce que ce matin, quand on a ouvert, Mr. White me dit, là, regarde, je suis bien embêté. Puis tu t'en sers pas mal de ce que je comprends de ton Air Fryer. Ah, moi, Donc- c'est au moins 2-3 fois semaine. Là. Ouais. Donc là, si ça, c'est important pour toi, t'as pas à retourner rien. Tu sais, tu posais la question, ouais, mais là, je fais quoi? Là? Tu t'es posé la question. Ouais, je l'envoie dessus. Tu sais, j'ai pas eu de problème avec, ça fait 2 ans. La réponse de Jerry est écœurante. C'est pas que ça y a un temps dans lequel ça arrive, c'est que ça peut arriver. Si ça arrive, il y a un feu, le feu pogne dans la maison, tu as demandé aux assurances un montant d'argent, ils font une enquête, ils se rendent compte que c'est ton air fryer. Il y a eu une demande de rappel du air fryer, dit bon, ben, le 20 000 de réparation dans la maison, tu le payes de tes poches parce qu'on n'est pas responsable. Donc, il faut prendre ça au sérieux parce que c'est justement s'il arrive quelque chose, ben, les assurances, partout, les assurances sont comme ça. Les assurances pour se faire payer, c'est les meilleures. Oui. Pour repayer, ils ont des équipes qui travaillent pour être certains de ne jamais vous envoyer un chèque. Donc, il faut être plus wise que ça. Donc, il faut faire ce qu'ils nous disent. Mais là, Mr. White, il me disait, OK, donc ça veut dire qu'il faut que je le renvoie. Non. Vous allez sur, de ce que je comprends, je vais juste trouver la discussion que j'ai eue ce matin là-dessus. Ben, Tu t'en vas dans un site qui s'appelle Recall. Parce que la marque, c'est la marque Cosori, c'est ça? oui. Donc, les autres, tu n'avez pas un Cosori, là, ça vous touche pas. Prenez votre air fryer ce soir si vous faites du saumon, si vous faites des ailes, pas des ailes, mais des cuisses de poulet, n'importe quoi, regarde, vous pouvez le prendre. Si vous avez un Cosori et que votre modèle, c'est pas mal quasiment tous les modèles qui sont touchés par ça. Ben, il y a 21 modèles. Là. Ça fait que d'après moi, c'est pas mal une majorité. Oui, des en modèles. tout cas, c'est pas mal une majorité parce que ça fait pas 100 ans que ça existe. Là. Donc, recall.cosori.com. Et là, vous avez un formulaire à remplir. Vous devez prendre une photo de votre appareil. Et c'est sûr que la facture, si vous l'avez commandée sur le web, allez dans votre, je ne sais pas si vous êtes sur Gmail ou celui de Microsoft, mais vous allez dans la place de recherche, marquez Amazon Cosori, Cosori va vous sortir votre facture que vous avez, puis mettez la facture avec ça, et il vous en envoie un neuf. Donc, c'est aussi simple que ça. Pour ce qui est de. Tu veux dire ceux-là qui l'ont acheté sur Amazon, là? Ben, tous ceux qui en ont un. Tous ceux qui en ont un. OK. Oui. De ce que je comprends, Cosori, à moins que tu me dises qu'il y en avait disponible au Costco, mais je pense que c'est quelque chose qui se vendait sur le web. Mon feeling. Mais ça Et peut Walmart, je pense. OK, et Walmart. Et Walmart, donc, je pense, oui. OK. Donc, c'est sûr que quand vous avez un magasin puis que vous avez eu une facture papier, la majorité des gens ne gardent pas la facture. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a moyen de s'arranger. Là. Mais par le web, comme toi, c'est assez facile de trouver. Habituellement, on garde toujours les emails comme preuve d'achat. C'est plus facile qu'un papier. Donc, tu n'as pas à envoyer tu n'as pas à renvoyer ta machine.
Ils ne l'arrangeront pas. Puis, c'est ça. Donc, ils vont t'envoyer une machine neuve. Tu vas avoir un cadeau neuf. Tu vas avoir un beau air fryer bien neuf. Flambant. Imagine-toi comment ça coûte à une compagnie, Jerry. Ça va être incroyable. Puis, je suis allé voir la compagnie. Je voulais savoir c'est qui ça, Cosori. En fait, quand... Ouais. C'est ça l'affaire. Là, j'ai fouillé, puis j'ai refouillé. Cosori, ça appartient à un groupe qui s'appelle... Parce que ce groupe-là possède plusieurs marques. Mm-hmm. Et le nom du groupe, c'est V5. V5, j'ai trouvé la compagnie et c'est basé à Shenzhen. Oh! China. Donc, c'est une compagnie chinoise, mais qui ont des brands comme Cosori, je crois, qui sont fabriqués. Le siège social de Cosori, je pense qu'il est en Californie. Mais les appareils sont fabriqués en Chine. Mais en gros, c'est une compagnie chinoise. OK. Mais ça a un nom italien. Tu te demandes, non, ça vient-tu de l'Italie ou je ne sais pas trop. Ils ont d'autres brands aussi. Là. Mais je me demande comment ça peut leur coûter. Ça va être épouvantable. Épouvantable. Je comprends que ça doit... La réalité, c'est qu'on paye ça 95$ ou 125$. Ça coûte 25$ à fabriquer. Oui, c'est ça. Ça doit coûter 7$ à faire en Chine. Mais il y en a combien? Il y a combien d'appareils? 2 500 000 aux États, 250 000 au Canada, puis 21 000 au Mexique. Quand même. Quand même. 2 500 000 à 25$. Ça fait-tu sur les 2 millions, sur les 2, sur les 3, sur les 4 millions? Ça fait pas mal, ça fait plus que ça, d'après moi. J'ai dit combien de machines? Non, c'est ça. C'est 2 500 000, c'est ça. Excuse-moi. Regarde, mêlé au total à 3 millions. 3 millions de machines. On va te dire de quoi? C'est un... Je ne sais pas si moi, sont relevés de ça. Sérieux, 3 millions. Tiens, j'y vais, 3 millions. C'est quoi le montant que tu veux mettre? 25$, 30$? Je veux 25$ la machine. On met 25$ la machine, parfait. Ça fait 75 millions. C'est ça. Quand même. Mais que ça lui coûte 100, là, avec le taponnage, le patron. Oui, c'est ça. Là, ça va coûter cher. Le transport, toute la patente, regarde. Hey, je vais entendre quelque chose de drôle pour ouvrir. Quelque chose à faire de sympathique pour ouvrir. Why not? Why not? Start reading. Okay, so the movie goes like this. The biggest drug cartels in the world get together and buy up all the media and all the politicians and force all the people in the world to stay locked in their homes, and people can only come out if they take the cartel's drugs and keep taking them over and over. I threw the script away. I mean, who is going to believe that crazy idea? Being forced to do drugs? I do that voluntarily all day long. Ça fait jaser pas mal. C'est Woody. C'est Woody Harrelson qui fait jaser pas mal. Hey, en parlant de ça, faut que je vous parle de ça avant que je l'oublie. J'écoute la série 1923. Qui est la série d'avant, qui est l'époque avant l'époque de Yellowstone. Donc, c'est le grand-papa ou je ne sais pas trop quoi. Là. Donc, c'est la gang avant. C'est quelques générations avant celle qu'on écoute depuis quelques années. Il y a là-dedans Harrison Ford qui est le père. Une madame que je ne connais pas. Mais tu sais, on sent tous les liens avec ce qui s'en vient pour Yellowstone. Et là-dedans, il y a un homme d'affaires scrupuleux qui veut manger le lunch de M. Dalton. Et là, je me disais, voyons, il me dit quelque chose, ce gars-là. Ah. C'est Timothy Dalton. Hey, monsieur, c'est James Bond. Qui a oui, fait James Bond pendant... Je vais donner un spoiler, un tout petit, là. Mais lui, tu sais, on est en 1923, là. Écoute, c'est proche, mais en même temps, c'est assez loin. À un moment donné, il s'amuse avec des petites madames, puis il aime ça voir des madames se faire battre avec des ceintures de cuir. Oui, hein. Oh oui, puis il aime ça. C'est un gars qui est wacko un peu, là. Très, très, très wacko. Là. Mm-hmm. Mais tu sais, Timothy Dalton, le James Bond, il a été James Bond entre 80... Je pense qu'il a été une dizaine d'années. Et moi, c'est le James Bond que j'ai haï le plus. Mm. Je trouvais que ça n'avait aucun rapport. Il y avait un trou dans le menton. Il y avait des affaires qui faisaient que ça ne marchait pas. Mais il a quand même fait plusieurs films. Là, aujourd'hui, il est plus vieux, là, mais Timothy Dalton, ça m'a fait penser à ça. Donc, en fin de semaine, les histoires de tout ce qui a circulé à la TV, celle de Woody Harrelson, qui est un acteur très connu et qui était à Saturday Night Live. Donc, ça, Saturday Night Live, c'est plus en direct à la télévision traditionnelle. Et il a fait un script
qui a probablement composé lui-même, et qui était accepté par l'équipe, j'imagine, parce que c'était l'ouverture du Saturday Night Live qui dure à peu près 6 minutes. Et il dit, comme tu disais, Mr. White, quand on en a parlé ce matin un peu plus tôt, tu as dit, lui, c'est comme un moment donné, il se promenait dans Central Park après avoir fait Saturday Night Live. En 2019. En 2019, avant la COVID. C'est ça. Et... Puis là, ben lui, il explique qu'il y a eu un script. Il y a eu un script pour un prochain film. Puis là, il se promène à Central Park. Puis vu qu'il venait de faire Saturday Night Live, il était sur une balloune un peu. Il était content. Puis là, il dit qu'il avait fumé un peu aussi. Là, qu'il était... Tu sais, il a préparé le terrain pour expliquer que lui, il avait reçu ce script-là. Puis là, le punch de l'Open de Saturday Night Live, c'est qu'il explique c'est quoi le script. C'est ça qu'on a entendu tantôt. Fait que là, c'est pour ça qu'à la fin, il dit coudonc, j'ai jeté ça aux poubelles. J'ai dit, ouais, c'est une affaire qui arrivera jamais, ça, tu sais. Fait que ça a été le bout qui a fait beaucoup jaser en fin de semaine. Là. Ben, c'est surtout les publications de gauche là, qui, comme je te parlais, la gang, entre autres, il y en a plus, tout le monde. Là, tout le monde l'a traité de Woody Harrelson répète des liners, des des anti-vax, des conspirationnistes, etc. Ça roulait encore, ça fait. Moi, si j'étais eux autres, je prendrais mon trou, je fermerais ma gueule. Là. Ouais. Mais ils sont pas capables. Ils sont pas capables. Le Rolling Stones Magazine, c'était probablement celui qui... Avant, le Rolling Stone Magazine parlait de musique, était très à contre-courant et, tu sais, c'était contre... il essayait de changer des choses. Il essayait de se distancer de l'establishment, brasser la soupe un peu. Maintenant, le Rolling Stones Magazine, c'est une gang qui est devenue une guidoune à l'emploi du gouvernement, comme à peu près tous nos médias. Et c'était très drôle de voir ça en fin de semaine. Mais les réactions des gens, c'est pas si fou que ça, là, ce qui est arrivé. Mais non, on n'a pas été embarrés dans nos maisons. Ben, peut-être, je ne sais pas où tu étais, mais nous autres, on l'a été. Nous autres, oui. Nous autres, on l'a été pour vrai. Là. Il y a eu un couvre-feu, là. Oui, couvre-feu. Puis pas une fois, 2 fois. Là. Il voulait envoyer la police. Là. Il envoyait une sirène sur notre téléphone. Mais c'est débile. Donc, anyway, on va en parler tout ça avec Yann Sénéchal tantôt. Quoi de neuf de ton bord, mon ami Jerry? Le week-end était bon? Ah, très bon week-end. Vraiment. Qu'est-ce que tu as gardé la fin de semaine? Qu'est-ce qui t'a marqué cette fin de semaine? Mettons, je te le pose la question. Là. C'est quoi l'affaire qui t'a... Parce que souvent, on décroche les fins de semaine. Moi, j'ai décroché. Je suis allé au golf voir la PG en fin de semaine. Il a fait beau. On était avec des amis. On a eu du plaisir, on a bien mangé, on a fait plein d'affaires. Mais y a-tu quelque chose qui t'a marqué? Parce que quand on se remet le lundi, il y a toujours un choc. On a toujours un coup de poing dans la face. Parce que d'abord, au Québec, il y a une lourdeur incroyable. Il y a toujours une histoire de mettre des taxes supplémentaires, d'enlever le droit de faire ci, de réglementer. Tu lis, tu sais, t'as décroché 3 jours, tu retombes des médias québécois. Après une demi-heure, tu veux te pendre. Pas compliqué, là. Oui. Tellement lourd. Y a-tu quelque chose qui t'a marqué un peu, toi? Ce qui m'a marqué, j'ai vu ça passer dimanche, à un moment donné, en fin d'après-midi. Je tombe là-dessus. L'histoire, c'est complexe, oui et non. C'est l'histoire de Dilbert. Dilbert, si vous êtes fan de bande dessinée, Dilbert, c'est un personnage, on va le dire, c'est un des personnages vedettes. Tu sais, les petites bandes dessinées des journaux là, qui étaient très, très populaires pendant des années. Dilbert, ça existe depuis 1989. Et là, l'affaire, c'est que Dilbert, c'est le gars avec l'espèce de petite cravate, là, puis son chien. Là, puis c'est très, très satirique comme bande dessinée. Et là, c'est son auteur qui a été... Là, il n'aura plus de Dilbert. Là. Il a été cancellé. Dilbert, c'est cancellé, c'est les journaux, c'est terminé, son personnage, ses bandes dessinées, c'est fini. Lui, il était dans tous les marchés. Là. Dans tous les marchés, il y avait un journal qui prenait cette bande dessinée-là, qui existe depuis, comme tu le disais, 89. Tous les marchés étaient là. Vous allez dans une place, mettons, à Chicago, il y a un journal, un des deux avait cette bande-là. Et c'était terminé, là, dans l'espace de quelques minutes. Bang! Après une déclaration dans un genre de podcast du créateur de cette bande dessinée-là. Lui, il avait un podcast sur YouTube. Ça, je ne savais pas qu'il avait un podcast sur YouTube. Je pense que c'est là qu'il y a son podcast. Autrement dit, il y a... Parce que c'est un sondage qui est sorti. Mais moi, je le suis depuis longtemps, là. Oui, c'est pas un gars de bande dessinée c'est un gars de bande dessinée à l'origine. Mais depuis que Twitter existe, Scott Adams, c'est un gars... c'était un des premiers à utiliser les vidéos. Tu sais, il fait beaucoup de choses sur YouTube et toutes ces affaires-là. Mais moi, c'est vraiment sur Twitter que j'ai connu parce qu'il fait beaucoup de vidéos sur... et
ça a été un bon soldat dans l'histoire de la COVID. Là. C'est un gars qui a des opinions arrêtées. C'est un gars qui n'a pas peur de traverser la ligne. Mais c'est généralement un gars qui est avec la gang. Là. C'est pas un gars qui est dans notre gang. Là. C'est un gars qui est dans l'autre gang. Mais moi, je le respectais parce que je trouvais que, c'est un gars sensé. C'est un gars qui savait... Il y a un côté très spectacle. Là. Il y a un côté spectacle, un côté un peu, c'est-à-dire... Donc, le matin, il prend un café. Puis, il parle de ses sujets de la journée. Prendre un café avec Scott Adams. Mais Scott Adams a été très bon pendant la COVID. Là. Il a envoyé chier tout le monde. Là. Tous ceux qui questionnaient, il les sacrait par-dessus la boîte de pick-up. Là. Bang, bing, boum, bing. Puis là, à un moment donné, il y a 2 semaines, 3 semaines, pas plus tard que ça, là, il a viré de bord. Il a fait une déclaration, puis il a dit « Ouais, finalement, je veux m'excuser. » Ça a été le seul qui s'est excusé de l'autre gang avec tout ce qui s'est passé avec la COVID, les vaccins, toute la stratégie qu'on a. C'est le seul qui s'est excusé. Il disait qu'il voulait s'excuser parce qu'il dit là, j'arrive devant les fêtes, j'ai l'air cave, là, tout ce que j'ai défendu, ça tombe un après l'autre. Imaginez-vous, depuis ce temps-là, il en a tombé plein d'autres. On va en parler avec Yann tantôt. Et il dit, je veux m'excuser. Il dit là, je veux juste savoir comment vous avez fait. Parce que c'est tout du monde ordinaire. Comment vous avez fait pour savoir avant nous autres, avant un paquet de monde, tout ce qui allait arriver avec les vaccins, les ci, les ça. Donc, il y avait un petit côté un peu baveux en arrière de ça, mais il s'est quand même excusé, il a dit là. Et là, 3 semaines après, il est largué par la gang. Je ne suis pas dans le conspi, là, mais je trouve que c'est bizarre. Parce que ça a toujours été un gars qui a été bon pour la gang. La gang qui l'a cancellé, c'est sa gang. Là. C'est sa gang. C'est sa gang. Quand tu dis la phrase, ils sont en train de se manger entre eux autres. Et qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit cancellé, Jerry? Scott Adams. Lui, il a parlé d'un sondage. Donc, c'est un sondage. Tu sais, c'est le genre de sondage, on dirait juste pour mettre du trouble en réalité. Mais c'est un sondage qui sondage de marde. Un sondage de marde, voilà. Le sondage disait qu'il y a un pourcentage de la communauté noire, un pourcentage des Noirs, c'est 26 %, qu'eux autres, ce 26 % de Noirs-là, aux États-Unis, eux autres, là, sont, autrement dit, ils n'aiment pas les Blancs. Là. C'est ça le résultat du sondage. Mais là, lui, il a dit, Scott Adams, il a dit, ouais. Là, lui, c'est un peu surprenant comme résultat de sondage. Donc, lui, il a dit que, j'essaie de le dire comme il faut, lui a dit que les Noirs, ben, ils font partie des groupes haineux. Mais il s'est mal exprimé d'une manière. Non, il s'est pas mal exprimé. Il a pensé qu'il pouvait jouer la game comme l'autre côté. Mais Elon Musk, juste à dire, Elon Musk a donné son avis là-dessus. Qu'est-ce qu'il a dit, Elon Musk? Elon Musk a dit pendant longtemps, les médias américains ont été racistes envers les personnes non blanches. Il dit maintenant, les médias américains sont racistes envers les Blancs. Oui. Je comprends son point. Est-ce que Musk est d'une... y a-t-il un parent noir? Je pense que... Ben, il était en Afrique. Je pense qu'il y a des... comment on dit ça? Non? Des racines en Afrique du Sud. OK. Mais pas nécessairement noir, non. OK. Mais, regarde, moi, je te l'ai dit tantôt, on a parlé sur Prime, parce que c'est un sujet... Moi, Scott Adams, je le connais je te le dis, pas dans ma gang, mais c'est un gars que j'aime. C'est un gars que je respecte. Je trouve que c'est un gars intelligent. Puis j'aime entendre. Les gars intelligents, c'est sûr que pendant la COVID, il m'a tombé ses nerfs. Il m'a tombé ses nerfs, je n'étais plus capable. Sauf que je me fiais avant la COVID. C'était un gars que j'aimais écouter de temps en temps parce que j'aimais avoir l'autre bord puis se faire réfléchir un peu. Et je sais ce qu'il a voulu faire. Tu sais, c'est tentant de jouer. Lui, ce qu'il a voulu faire, c'est exactement ce que tout le monde fait avec les Blancs. Ça veut dire que, supposons qu'il y a, je ne sais pas combien il y en a. Il y en a-tu 50 %, il y en a-tu 25 %, il y en a-tu 75 % de racisme chez les Blancs? Je ne le sais pas. Mais je sais une affaire. Ça, je peux vous le garantir à 100 %. C'est que c'est pas tous les Blancs qui sont racistes. Ça peut être 90, ça peut être 10. Mais je sais que c'est pas 100 %. Donc, lui, ce qu'il s'est dit, OK, eux autres, ils savent que c'est pas tous les Blancs qui sont racistes. Mais c'est pas grave. Les Blancs sont racistes. Donc, lui, il a joué la même game. Il dit, ouais, il y a 26 % là, c'est défini qu'il y a 26 % des Blacks qui détestent les Blancs,
qui déteste les whites, ben, ça veut dire que les blacks sont racistes. Oui. Tu comprends-tu? Il a joué la même affaire quand les blancs se font faire, sauf que il devait le savoir. C'est un gars très intelligent, là, Scott Adams. Il devait savoir ce qu'il faisait, là. Mais... Donc, C'est pas qu'elle- il faut pas généraliser. C'est ça l'histoire. Ben, lui, il a généralisé comme... Nous, on passe tout au cash, là. Oui, c'est ça. Je te dis. Moi, je j'ai comprends très bien ce que moi, tu j'ai veux dire. zéro graine de racisme en dedans de moi, là. 0, 0, 0, 0. Mais moi, je suis dans la gang, là. Je suis un blanc. Donc, moi, aux yeux de ceux qui décident qui est raciste, pas les pas. Moi, je suis blanc. Je suis condamné à être raciste. Que j'ai ça ou pas ça, pas grave. Le passé, l'esclavage, le ci, le ça, toi, t'es fait. Comme vu que je suis un homme, en plus, ben, je suis misogyne, je suis macho. Oh oui. On a tous les défauts, on le sait. C'est pas quelques cas, c'est pas 10% des gens. Non, c'est tout le monde. Ben, lui, il a joué ce game-là, mais à l'envers. Mais je comprends qu'est-ce qu'il a voulu prouver comme point. Mais il pouvait pas gagner. Non, tu peux pas gagner. Tu peux pas gagner. Impossible. Tu peux pas gagner. Je veux dire, s'il me l'avait dit avant, tu sais, hey Jeff, faut que je t'appelle, j'ai une idée, je ferai une vidéo dans mon podcast, puis je mettrai ça sur mes réseaux sociaux après. Je veux montrer l'absurdité de telle affaire en observant. Je t'aurais dit, you're right. Si tu joues la game de manière, tu sais, je veux dire, comme eux la jouent. Puis en passant, c'est pas rien que des Noirs qui font ça, là. Il y a des Blancs qui décident à travers les Blancs que nous, on est tous racistes, là. Des genres de profs, des patentes de même, là. Mais moi, j'aurais dit, je comprends ton point, je comprends ce que tu veux prouver. Je sais pas si, le but, c'est pas d'avoir raison. Tout le monde sait bien que c'est pas tous les Noirs qui sont racistes envers les Blancs, puis c'est pas tous les Blancs qui sont racistes envers les Noirs. C'est pas vrai, ça, c'est zéro vrai. Sauf que je comprends ce que tu veux montrer. Tu veux montrer l'absurdité d'une chose en te servant de la déclaration que tu vas faire, mais tu es en train de tirer une balle dans la tête en faisant ça. Don't do that. Don't go there. Parce qu'il y a des affaires, des fois, qu'on comprend. Il y a des affaires qui sont, oui, ce qu'il a dit, c'est complètement illogique, mais de l'autre bord, ça l'est tout autant. Mais c'est pas de même que ça marche. Mais c'est pas de même, ça marche. C'est pas de même que ça marche. On en a une autre preuve. Il n'y a personne, il n'y a aucun Noir qui va arriver dans un podcast et qui va dire j'ai vu un sondage, 52% des Blancs sont racistes. Moi, je ne veux plus croiser un Christ de Blanc de ma vie, c'est tous des racistes. Le gars ne sera jamais censuré, il ne sera jamais cancellé. Bon. C'est-tu un cadeau pour le passé, parce que tous les qui ont vécu, etc. Je ne sais pas. OK? Je ne sais pas tout pourquoi, mais je sais que c'est ça. Je sais que c'est ça. Mais ça, c'est plate, c'est de la censure, c'est de la cancellation, c'est une époque de marde. Parce qu'en fait, il fait la même chose que lui se fait faire. Mais lui paye sa carrière, parce que là, écoute, ça va être un gars qui est très riche, là. Mais t'es cancellé pareil. Tu veux pas finir ta carrière demain, tu veux finir par toi-même. Tu veux sortir par toi-même, c'est ça que tu veux. Et le gars, il va sortir. Le gars est sorti à la tête, là. Les pieds par en haut. Mais il faut le savoir. C'est plate en sacrament. Pour nous autres qui fait des. On parle, on donne nos opinions. Mais on est tout le temps en train de patiner là-dedans, là. À longueur de journée, là. Des fois, on est obligé de dire, on est obligé de twister des affaires qui ne sont pas la vérité. Parce que si on dit la vérité brute comme elle est, il y a une cancellation. C'est pour ça que je veux devenir femme. OK. Oui, non, mais c'est vrai, ça fait longtemps, j'en parle avec ma blonde, j'ai dit, imagine-toi le stun si je décide de mettre une perruque blonde, une robe, du rouge à lèvres et du cutex. Okay, là, et que je dis que je suis en ménopause, puis là, j'ai des chaleurs, puis j'ai encore des menstruations, par exemple. J'ai pas fini mes menstruations encore parce que je suis pas rendu au bout de ma ménopause. Oui. Et là, que je dis, à chaque fois, je vais pas dire tout ce que je veux. Sinon, on va dire, mais vous attaquez une femme trans. Au début, je voulais être Tiger trans. Je trouvais ça trop cute. Tiger trans, ça ne sera pas. Femme trans, t'es sûr. Hey, me vois-tu arriver? Allez appliquer Jeff Fillion. Pas Jeff Fillion. Non, c'est Jean-Francine, non? C'est... comment est-ce que je pourrais m'appeler? Jeannette Fillion.
Jeannette, oui. Jeannette Filion veut ravoir un micro sur une radio FM. J'arrive au 93, je vais porter mon CV. J'arrive chez Bell, je vais porter mon CV pour aller travailler, je sais pas, moi, Énergie ou à Rouge. Je m'en vais ailleurs, à d'autres. Hey, je veux travailler. Ils peuvent pas me dire non. Ils peuvent pas. Sinon, c'est de la discrimination. Avec tous les succès qu'a eu, comment je l'appelais? Jeannette Filion. Hey, tu peux pas dire non. Parce que toi, tu as les mêmes stats, là, même si t'es Jeannette. Là. Sinon, je les poursuis parce que ça va être, ça va être de la discrimination envers les femmes trans. Oui. Mais imaginez-vous surtout la liberté que tu peux avoir. Et... J'ai demandé à ma blonde, j'ai dit, est-ce que ça te dérange? J'ai des talons hauts avec une robe et du maquillage. Ouais. Des fois, je me ferais pas la barbe. Là. À la fin de semaine, je me ferais pas la barbe. Oui. OK. Ça va être beau. Donc, t'es mieux d'être blonde parce que pour aller avec ta barbe blanche, ça va bien aller. Oui, hein? Oui, J'ai une question technique. Moi, est-ce que Jerry peut garder son sexe puis moi dessus ou nous autres, on... Non, ça, vous êtes correct. Donc, Ah, on correct, est correct. Non, correct. moi, c'est moi qui vais conduire l'autobus pour ça. Ça marche. Je vais conduire le bus pour ça. Parce que Tu Jerry, comprends-tu? Il faut se mettre... Ou encore, ce que Scott Adams n'a pas fait, c'est qu'il n'a pas dit avant, je dois vous avouer une chose, je suis noir. Ah, OK, oui. Ouais, mais t'es pas noir, t'es blanc. Coco, il n'y a pas de cheveux. Coco, Non, mais il y en blanc. a qui se disent de noir. Ou il y en a qui se disent Non, je suis blanc. noir. C'est que moi, Oui. je suis noir. I feel... Non, ben, écoute, Justin Trudeau, souvent, c'est senti noir, là. Oh, oui. Mais lui, il dit, moi, je gage tout blanc, mais je me sens noir. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui arrive? Lui, c'est un trans-black. Oh, il arrive avec la même chose. Ouais, mais là, t'as peu, c'est pas un blanc qui a parlé, là. C'est un noir. Moi, t'as peu, je regarde sa photo, il est bien blanc. Non, il est pas, ça n'a pas rapport avec la photo. C'est comment dans sa tête. Lui, il sait qu'il est noir. Il est trans-black. Donc, s'il y avait eu ça, il aurait été padé. Mais là, il a joué avec le feu. Je trouve ça, regarde, je donnerais tout ce que j'aurais pour défendre ce genre de patente-là, mais je vais vous annoncer une affaire, on a perdu. Cette game-là est perdue, les amis. Cette game-là est perdue. Perdu. Donc, il faut être plus wise qu'eux autres. Puis, il faut jouer la game différemment. Puis, il y avait juste à twister quelques mots. Même si ça avait défait son thinking de base, il aurait twisté de quelques mots, il serait peut-être arrivé à la même réflexion pour le monde. Mais il n'aurait pas tout perdu. Mais là, cancellation, là, les gens qui pensent que c'est la fin du wokisme et des cancellations, vous dormez au gaz. Là. Non, c'est toujours là. Ce n'est que le début. C'est toujours là. Ben oui, c'est toujours là. Ah, c'est une grosse histoire. C'est une grosse histoire. Est-ce qu'on est prêt pour... Est-ce qu'on est prêt pour Yann Sénéchal? Je pense que oui. Hein? Oui. On va être prêt pour Yann Sénéchal. On va y aller dans quelques instants. J'ai juste que ma musique, elle veut pas, là. Je ne sais pas pourquoi. J'aime ça sortir avec la musique. J'ai comme un écran, un touch. Il n'y a pas de musique. On va venir dans un instant avec Yann Sénéchal sur Radio Pirate Live. Radiopirate.com 100% Pirate pirate. Radio Pirate. Radiopirate.com. Le Doc Boucher va vous traiter de gros obèses dans quelques minutes. Le lundi, toujours le fun. Après un gros week-end, on a mangé en masse, on a bu. De se faire dire qu'on est des gros tas. Toujours le fun. Donc, le Doc Boucher va se faire le plaisir de nous insulter dans quelques minutes. On va faire un tour. Mais pour l'instant, Yann Sénéchal, avec qui on a jasé du marché, puis de la bourse, puis des prévisions à venir, puis de tous ceux qui nous annoncent l'apocalypse. On a jasé de ça sur Radio Pirate Prime. Et dans Radio Pirate Live, ce que je veux jaser avec mon ami Yann, c'est... Je sais qu'Yann n'aime pas ça quand je fais ça, je le fais pareil. Parce qu'il faut s'en souvenir. Il faut s'en souvenir parce que là, il y a de plus en plus de choses qui sortent et qui nous donnent raison. On ne voulait pas avoir raison tant que ça. Là. On aurait aimé se tromper sur l'inflation parce que c'est de la misère. On aurait aimé bien ça se tromper. Malheureusement, il n'y a pas grand monde qui ont crié au loup à ce moment-là, mais nous autres, on l'a fait. Puis on a eu raison. On n'est pas si fiers que ça d'avoir raison. Mais là, quand on regarde à peu près tout ce qui a été, je te dirais, tout ce qui a été raconté dans les derniers jours, si on fait le tour de tout ça, faisons le tour. Là, puis je vais juste rester sur la COVID parce que c'est l'histoire du laboratoire en Chine, qui n'est pas juste opéré par les Chinois, by the way. Là. Il y a des histoires américaines là-dedans aussi. Là. L'idée de jouer avec des virus, sacrer ça dans le corps des singes pour essayer de les combattre et de trouver des virus. On va dire de quoi c'est joué avec la poignée de sa tombe, pas à peu près. Donc là, je ne vous dis pas que c'est confirmé à 100%, mais il y a
un ministère, il y a une agence américaine qui commence à dire que c'est pas mal là que ça s'est passé. Donc, l'histoire de l'oiseau, là, je ne sais pas trop quoi, avec la patente bizarre là, qui au wet market, ça semble avoir pris le bord pas mal. Des choses qu'on vous a dit, qu'on a censurées pendant une certaine période. Trump a parlé de ça en novembre 2020. Il s'est fait traiter de tous les noms par les médias nord-américains. Ensuite, on a su récemment que les masques sont complètement inefficaces. On sait que le vaccin est douteux puis que finalement, il n'y a plus personne n'en parle. Et là, on a su aussi en fin de semaine que l'immunité naturelle qu'on vous a parlé avec le Doc Lacroix, qu'on a parlé avec Yann, qu'on a parlé avec plein de monde, alors qu'on était en plein cœur de cette maudite affaire-là, bien, l'immunité naturelle, comme on me reprochait ça dans un texte du 23 décembre 2021 dans la presse par Isabelle Haché. Ah, ça, c'était terrible. On ne peut pas dire des affaires de même. Monsieur le patron de RNC Média, il a dit que l'immunité naturelle était plus forte que le vaccin. Et là, ben, on vient d'apprendre que, en tout cas, du moins pour Omicron, vous seriez facilement protégé de 10 mois. Hey, mais j'ai un take. Donc, c'est un peu, là. C'est beaucoup de défaites. Je comprends oui. que c'est dur, là. C'est beaucoup de défaites. C'est une après l'autre. Et ça ne fait que commencer, Yann. Ah non, là-dessus, c'est le festival dont on pile sa peinture. Là. Tout le monde a compris. Il y a un take au côté vaccin, moi, qui me chicote un peu. Puis j'ai hâte d'avoir des études un peu là-dessus puis qu'on pousse. Tu sais, l'efficacité du vaccin, on était capable de l'avoir dans les chiffres du gouverneur du Québec. Là, mais c'était assez évident. Tant et aussi longtemps qu'Omicron n'arrive pas dans le portrait. Puis vraiment, ce qui est venu fucker le chien là, de ce vaccin-là, c'est quand Omicron est arrivé. Mais moi, ce que je me rappelle, c'est qu'on nous avait vendu l'idée suivante avec les vaccins à ARN messager. La beauté de ces vaccins-là, c'est qu'apparemment, on était capable de changer le code génétique. On pouvait être twisté au bout de champ avec les variants. Exactement. Ça allait être des choses extrêmement efficaces pour s'adapter à une mutation très rapidement. Puis, je ne remets pas en doute du tout cet aspect-là scientifique derrière ça. Ce que je vais remettre en doute, par contre, c'est la chose suivante. Les gouvernements, la journée qui arrivent et qui promettent d'acheter des millions, des millions et des millions et des millions de doses à des compagnies pharmaceutiques, est-ce qu'on est en train de se créer un contexte où est-ce qu'on favorise, où on incite plutôt ces compagnies pharmaceutiques-là à s'assurer qu'ils ont toujours le vaccin le plus efficace par rapport aux variants qu'on attend présentement? Ou bien non, on leur garantit un stream de revenus qui est tout simplement phénoménal, puis ça devient une trappe à profit qui fait en sorte qu'ils n'ont absolument aucun intérêt à changer leur vaccin ou à adapter leur vaccin. Ça, moi, c'est pas des recherches qui vont être très épidémiologiques. Là. Ça va être pas au niveau scientifique tant que ça. Moi, c'est vraiment au niveau économique. J'ai hâte de voir s'il y a des gens qui vont se pencher sur cette question-là. Le fait d'avoir fait des promesses avec des contrats d'achat avant même que les vaccins soient découverts à ces compagnies pharmaceutiques-là, est-ce qu'on n'aurait pas enlevé un incitatif à garder leur agilité, si on veut, pour avoir un vaccin qui suit la vitesse d'évolution des variants? Ça, c'est une des questions que j'ai, puis j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse, honnêtement, puis c'est une des raisons pourquoi je ne l'affirmerai pas de manière certaine. Mais c'est un des bugs que j'ai parce qu'on nous avait vendu ces vaccins-là comme étant capables de s'adapter facilement, puis on voit qu'ils marchaient jusqu'à temps qu'Omicron arrive. Mais avec Omicron, c'est là que ça s'est mis à se transmettre, peu importe vacciné ou pas. Là, il marchait pour les vieux, mais nous autres, on n'aurait jamais dû prendre ça de notre vie. Ben dans les stats, on n'était pas en danger. On a mis les enfants à risque. Là, on a su qu'en Australie, quand il y a 2 enfants qui sont décédés d'après avoir pris le vaccin, on a volontairement à l'intérieur du gouvernement, pour être certain que ça n'allait pas ralentir le taux de vaccination en Australie, on a mis une couverture sur cette histoire-là pour être... Tu sais, moi, c'est toutes ces affaires-là. Que le vaccin fonctionnait pour les vieux avant Omicron, on le disait au départ. Faites comme la grippe, donnez ça aux gens plus faibles. S'il y a des gens dans les gens de 45 ans qui pèsent 400 livres, qui font de l'hypertension puis du diabète, donnez-leur. Mais arrêtez de mettre le monde dans des cages, puis arrêtez de nous empêcher d'aller manger au restaurant à gang, toutes ces affaires-là. Forcer le monde. C'est ça, forcer le monde. Mais donc, il y a un gros thinking. Moi, c'est ça que... Tu sais, on s'en était parlé peut-être il y a 1 mois ou à peu près. Tu me disais, moi, on a rendu ailleurs, mais c'est... j'attends toujours il y a une forme de... Parce que là, on fait comme semblant qu'il n'y a rien arrivé. Là. En tout cas, du moins, les gouvernements font semblant qu'il n'y a rien arrivé. C'est comme un sujet qui est complètement... regarde les journées de publication de ces nouvelles-là, Jeff.
tu vois réellement Oui. qu'ils comprennent que cette information-là doit être divulguée parce que c'est de la nouvelle information vérifiée. Ben, le bout de Wuhan, c'est pas qu'il est vérifié, c'est qu'on remet dans l'équation que le laboratoire, finalement, il y aurait peut-être de quoi avoir, mais encore là, c'est hyper flou. Mais on l'avait carrément exclu parce que Donald Trump l'avait dit. Fait que là, c'était un scandale de dire que. Tu sais, à un moment donné, c'était le problème qu'on vivait au niveau politique avec Donald Trump. Aussitôt qu'il disait quelque chose, ça devenait un scandale. Donc, c'était non scientifique de dire ça. Puis là, un moment donné, tu te dis, ouais, mais il y avait peut-être raison sur telle affaire ou des choses comme ça. Ah, on va te barrer, tu vas être censuré. Puis... Ben, la preuve, Yann, de ce que tu dis, c'est que les démocrates, je pense que Pelosi a dit ça, ou a dit le vaccin de Trump, je ne le prendrai pas. Et Trump est battu, puis là, c'est la grande campagne qui était comme un peu commencée, puis qui, là, était vraiment à son plat. Là, c'était les mêmes qui disaient le vaccin de Trump, le vaccin n'a pas changé. Là, c'est eux autres qui disaient, vous devez vous faire vacciner. C'était fou, là. C'est complètement malade. C'est complètement idiot, parce que les présidents ont-tu rien à voir avec le développement d'un vaccin, pareil, quand tu y penses, tu sais? Fait qu'à un moment donné, il a enlevé les red tape, là, il a provoqué que ce vaccin-là, finalement, soit livré plus vite, là, en enlevant des règles. Parce que finalement, avec le temps, c'était une bonne idée, je sais pas. Non, je pense que c'est une bonne idée d'enlever des red tape. C'est extrêmement lourd, ces red tape-là. Puis tu sais, moi, je suis vraiment dans une position, là, tu vois, les médias sont obligés de piler sur la peinture, les politiciens sont obligés de piler sur la peinture, fait qu'ils font ces annonces-là souvent vendredi, samedi, dimanche. Ils font pas les annonces pendant la semaine parce que ça lui fait pas plaisir de le faire. Oui. Est-ce que les politiciens et les médias vont à un moment donné s'excuser? Non. Je sais que tu le souhaites, mais dégueulasse. Non, ça n'arrivera pas. C'est pas dans la nature même de la bête. Tu sais, il faut quand même le dire aussi, la fameuse phrase que certains disent, puis que c'est correct là, qu'ils disent, j'ai un inconfort à le dire, puis vous allez comprendre pourquoi. Ah, les conspirationnistes avaient encore raison. Tu sais, à un moment donné, on a mis tout le monde avec l'étiquette de conspirationniste sur la tête, puis c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est plus ça. C'est que la minute que quelqu'un interrogeait, puis rejetait pas le discours ambiant, puis qui faisait juste questionner, il devenait automatiquement conspi. Il y en a des de vrais conspis. Le 11 septembre n'est pas arrivé, on n'est pas allé sur la Lune, le virus n'existe pas, la Terre est plate, etc. Ça existe, mais c'est un petit pourcentage. Les autres ont tous été étiquetés. Moi, j'ai été étiqueté conspi. Exactement. Probablement que tu l'as été également. Alors qu'on faisait juste poser des questions. Malheureusement pour eux, quasiment 95% du temps, le temps nous a donné raison. Malheureusement, c'est plate, là, mais c'est ça. Oui, puis il y a des affaires qu'on avait plus ou moins raison. C'est pas quelque chose que moi, j'ai parlé beaucoup, mais il y a plusieurs qui ont parlé beaucoup de la chloroquine, par exemple, des choses comme ça. Puis on s'est rendu compte que finalement, c'était pas ça à coche, ce morceau-là. Puis c'est normal parce que c'est un processus. On est vraiment dans quelque chose où est-ce qu'on n'a pas le choix d'en parler parce qu'on le vit. On n'a pas le choix d'en parler parce qu'on est enfermé dans nos maisons. Fait qu'à un moment donné, c'est un peu normal, tout le monde a un peu son opinion. Mais ce qui est à comprendre, puis les leçons qu'on va tirer, puis je pense que ça va prendre une quinzaine d'années à tirer de ces leçons-là. Les leçons qu'on doit tirer, c'est la chose suivante. On a été vraiment fort dans la coercition gouvernementale. On a donné des tickets de 1200$ à des gens qui ne portaient pas un masque. Puis là, on sait aujourd'hui que les masques sont plus ou moins utiles. Imaginez-vous présentement un juge qui doit passer quelqu'un. Je ne sais pas s'il reste des tickets non réglés en justice. Peut-être que oui, peut-être que non. Je n'ai pas vérifié. Mais imaginez-vous s'il y a un juge présentement qui est en train de régler un ticket de 1200$ à quelqu'un parce qu'il a refusé de porter son masque, qui était une règle à l'époque, mais que cette règle-là, on le sait aujourd'hui qu'elle est inutile. Oui. Et toutes les histoires de passeport vaccinal alentour qui étaient sur le vaccin aussi. T'sais, le vaccin, finalement, au début, prenez le passeport vaccinal si vous voulez aller dans les restaurants parce que vous n'allez pas pogner la COVID, vous n'allez pas pouvoir la donner si vous ne l'avez pas, etc. Tout ça change en cours de route et il y a des gens qui ont eu des amendes, des commerces, des particuliers qui ont osé copier un passeport. Il y en a plein de gens qui ont eu des amendes là-dessus. Mais finalement, le passeport en tant que tel était basé sur quelque chose qui était wrong. Le vaccin, tu mettais 200 personnes dans un restaurant, les 200 étaient vaccinés. Les 200 pouvaient sortir de là que la COVID et donner à plein de monde. Donc, finalement, ça faisait absolument rien. Donc, pour eux autres, comment ils peuvent justifier ça? Moi, même qu'à l'inverse, ceux qui ont déjà payé le 1200, oui. Je sais qu'il y en a qui l'ont payé. Est-ce qu'on les rembourse?
Ben, ils vont te répondre que non, parce que une règle, c'est une règle. Le règlement, c'est le règlement. Puis il fallait qu'ils écoutent le règlement. L'infraction ici, c'est pas est-ce que c'était bon ou pas de mettre un masque. L'infraction, c'est est-ce que tu t'es conformé ou non. C'est là où est-ce qu'on a vu le plus d'abus, en fait, dans cette pandémie-là. C'est au niveau du conformisme, c'est au niveau des règles coercitives qui étaient implantées avec la suspension des droits et libertés habituels qui permettait de faire ça, avec le renouvellement d'une urgence sanitaire qui était renouvelée automatiquement aux 10 jours, qui est tout à fait contre l'esprit de la loi qui a été pensé à l'époque. Puis, je pense que le meilleur exemple qu'on peut tirer comme leçon, quand je te dis ça va prendre peut-être 15 ans faire les constats qu'on a besoin, il va falloir que tous les politiciens qui ont joué dans le jeu politique à ce moment-là prennent leur retraite un après l'autre pour qu'on puisse commencer à avoir une décence. L'exemple que je peux te donner, c'est, tu sais, on a été forcé un peu de voir la loi sur les mesures d'urgence fédérale, comment ça fonctionnait. Puis, quand tu arrives, tu regardes ça, tu te dis, crime, cette loi-là a été changée début des années 90 par un conservateur. Quand tu regardes pourquoi elle a été changée, la loi, c'est vraiment à cause du FLQ en 1970. Quand tu grattes un peu, ce que tu te rends compte, c'est que quand on décrète la loi des mesures de guerre en 1970, cette loi-là est appliquée à la grandeur du pays. Donc, il y a des gens à Vancouver, des autorités locales qui en ont profité, par exemple, pour abuser du système pendant l'imposition des lois des mesures de guerre. Puis dans d'autres provinces canadiennes, ça s'est passé. Fait qu'à un moment donné, alors que c'était très localisé au Québec, ce qui se passait avec le FLQ, là, fait que tu es vraiment dans une situation où est-ce que tu Donc, dis... ils ont OK, voulu, excusez Yann, ils ont voulu modifier ça pour l'adapter à des choses. Puis en le modifiant, ils ont donné le pouvoir à Trudeau. Donc, c'est plus tard qu'on se rend compte des effets néfastes de quelque chose qu'ils ont fait puis qu'ils pensaient qu'ils l'avaient bien fait. Mais une fois que d'autres l'ont regardé plus tard, ils ont dit on peut se servir de ça pour écraser. Parce que là, le tristement, j'ai lu ça ce matin, le triste rassemblement des camionneurs pour anti, je sais pas trop quoi, là, il s'en est servi justement à cause de ces changements-là qui n'étaient pas à l'origine faits pour ça. Là. non, exactement. Puis tu sais, ça a pris vraiment une vingtaine d'années. Donc, le temps que chacun des politiciens qui se sont probablement pas excusés pour la loi des mesures de guerre en 1970 prennent leur retraite. Une vingtaine d'années pour dire, OK, là, on est capable d'avoir un consensus pour modifier cette loi-là, pour dire que si on a besoin d'appliquer des mesures d'urgence, de suspendre les droits et libertés de la Charte canadienne des droits et libertés, parce que c'est un peu ça, l'objectif de ces lois-là, des mesures spéciales, bien, on va essayer, au lieu d'utiliser un marteau à grandeur du pays, on va se donner la possibilité d'utiliser un scalpel, autrement dit. Mais si vous lisez l'article qui est sorti il y a quelques semaines par rapport à ça, le père de cette loi-là, qui était un conservateur à l'époque, il dit, écoute, de voir que cette loi-là était appliquée à les fins qu'on a vues, là, ça me lève le cœur. Il dit, c'était pas ça l'objectif de la loi. Fait que, tu sais, la personne qui a créé la loi, qui a participé à toutes les commissions parlementaires, qui l'a présidée, qui a écouté tout le monde, qui a mis de l'eau dans son vin, qui a essayé de l'ajuster pour essayer de faire de quoi, là, qui allait respecter en tout point les objectifs. Ça lui a levé le cœur de la manière qu'ils s'en sont servis. Exactement. Puis c'est probablement lui, quand il faisait la réflexion de la mise en place de cette loi-là, il se disait, voici tous les scénarios qui peuvent arriver, puis on essaie de se protéger contre tous ces scénarios-là. Et de s'imaginer qu'un gouvernement faible au pouvoir utiliserait cette loi-là pour faire face à une manifestation qui perdure en avant du Parlement ou le blocage des ponts dans le coin de Windsor, jamais il avait pensé que ça pourrait arriver. Fait que tu sais, t'es vraiment dans une situation où tu te dis « Holy shit! » OK? Fait que même si tu essaies de tout prévoir, tu as les meilleurs cerveaux du monde pour essayer de prévoir qu'est-ce qui pourrait arriver, ben il y a quelqu'un qui va passer sa vie à essayer de contourner la règle, puis il va y arriver. Fait que moi, je pense qu'un jour, la loi sur les mesures sanitaires ou de l'urgence sanitaire, plutôt au Québec, va être modifiée. Mais je pense que ça va être modifié seulement quand il n'y aura plus assez de politiciens dans l'Assemblée nationale qui jouent leur carrière sur cet enjeu-là. Donc, ça va prendre du temps. Puis le devoir qu'on a comme peuple, comme société, je sais c'est plate que je dis ça, c'est pas full spectaculaire, là, mais dans ma tête, c'est de même que les démocraties fonctionnent, malheureusement. Notre devoir, c'est de ne pas oublier, ça c'est sûr, puis de s'assurer justement que le travail académique, le travail de recherche, puis le travail des historiens soit fait éventuellement pour bien documenter tout ce qui s'est passé. Parce que
Je pense pas qu'en 1972, on était au courant qu'il y avait quelqu'un qui avait crossé le système en Colombie-Britannique pendant la loi des mesures de guerre au Québec. Là. Je pense pas qu'on était au courant de ça en 1972. La raison pourquoi on le sait en 1990, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait sa job à quelque part. Il y a quelqu'un qui a fait sa recherche, il y a quelqu'un qui a documenté des dossiers, puis c'est de la science, on va dire. C'est de la science politique. Mais cette science-là doit être faite, puis le travail doit être fait. J'espère que ça va être fait. J'espère que ça va être étudié, parce qu'il y a un appétit pour la population pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce que là, on est obligé, avec toute l'énumération que tu as faite tantôt, on est obligé de dire, écoute, pour les affaires du laboratoire de Yuan, il y a des gens qui ont été censurés, il y a des gens qui ont perdu des jobs par rapport à ce dossier-là. Pour l'affaire des masques, il y a des gens qui ont été censurés pour avoir dit des affaires de même. Il y a des gens qui ont reçu des tickets pour ne pas l'avoir porté, pour avoir trouvé ça. Moi, les positions que je t'ai nommées tantôt, là, ces positions-là, j'ai perdu un emploi. Ben, je n'étais pas un emploi, j'étais à contrat, mais mon entreprise était à contrat, mais les points que j'ai défendus m'ont amené à une fin de contrat. Parce que c'était moi qui étais dans le journal. Je veux dire, il y en a d'autres dans la station, il y a quelqu'un d'autre dans la station qui avait le même discours. Mais dans le journal, dans la presse, que les patrons de n'importe quoi, ils lisent encore la presse, je ne sais pas pourquoi. Les patrons lisent encore la presse. Donc, comme si c'était le même journal qu'en 89. Puis, quand tu es dans la presse, que la presse te pointe, à un moment donné, il faut que tu prennes une décision d'éliminer des gens. Et la raison pourquoi, il faut relire le texte d'Isabelle Haché du 23 décembre. Ça, moi, je l'ai encadré. Là. C'est tellement drôle. Ben, d'ailleurs, il était même plus bon 2 semaines après. Là. C'est même pas 2 ans après, c'est 2 semaines après. Mais c'est le genre de choses qui a été faite. Moi, je l'ai vécu personnellement, mais il y avait plein de gens qui l'ont vécu personnellement aussi. Puis même si ça t'a pas coûté ta job, le fait que tu n'as pas pu mettre quelque chose que tu pensais important sur Facebook et que Facebook t'a empêché de le mettre à tes amis parce que eux ont décidé que c'était faux, je veux dire, c'est fou, là. Tu sais, je veux dire, au-delà de l'époque de cancellation dans laquelle on est, puis que moi, j'ai été victime une couple de fois, il y a le monde en général qui veulent juste informer des amis. Et là, bang! Big Brother's watching you. Puis il te bloque un texte qui, finalement, après quelques mois, s'annonce à être probablement 100% vrai. Mais même s'il était faux, je veux dire, même s'il était faux, c'était juste quelque chose qui était soulevé, puis que, je veux dire, tant qu'à ça, tout ce qui a été écrit sur la COVID, quand on regarde ça, je veux dire, on devrait canceller la presse, on devrait canceller Radio-Canada, on devrait canceller Québécois à grandeur, si finalement on faisait un bilan de ça. C'est ça qui était pur. Hey, je veux il me reste 2-3 minutes sur live parce que je sais qu'on n'a pas le temps qu'on a sur Prime pour faire ça, mais le budget du Québec s'en vient. Oui. Il y a énormément d'économistes, il y a énormément, même les patrons, même le Conseil du patronat du Québec, qui sont manigance avec le gouvernement, eux autres. C'est quand même des entreprises là-dedans qui brassent des contrats de milliards avec le gouvernement qui en veulent peut-être 500 millions. Donc, tout le monde a intérêt que le gouvernement ait plein d'argent dans leur poche. Donc, mais j'ai jamais vu ça dans aucune société. Il y a un refus, je ne parle pas du monde, il y a un refus généralisé à la grandeur des institutions et des intervenants pour qu'un gouvernement ne donne pas de break à des citoyens. C'est-à-dire d'avoir des impôts qui sont décents à la hauteur de ce qu'on a alentour de nous autres. Il y a une levée de bouclier pour que le gouvernement, dans son budget, parce que c'est une promesse électorale, de ne pas baisser les impôts. T'es où là-dedans? Ben écoute, c'est un ridicule consommé. Là. Je veux dire, à un moment donné, ils se sont fait élire avec ces baisses d'impôts-là. Il va falloir qu'ils les fassent. Puis c'est pas comme si le gouvernement manquait d'argent. Écoute, quand tu regardes les revenus autonomes générés par l'État, puis c'est même une discussion que j'avais eue. Mais ça, ils sont encore déficitaires. Oui, ils sont encore déficitaires, mais au niveau de la hausse des revenus, c'est spectaculaire. Là. C'est réellement spectaculaire. L'an dernier, là, on dit qu'il y a eu de l'inflation au Québec, à peu près 6 %. Ben, l'Institut de la statistique du Québec dit aussi que les salaires ont augmenté de 9 % en 2022. Fait que, c'est des revenus supplémentaires pour le gouvernement parce que gardez une chose en tête. Quand que vous avez vos paliers d'imposition au niveau du gouvernement, ils sont ajustés généralement en fonction de l'inflation, mais avec 1 an de retard. Fait que les paliers de 2022, ils ont été ajustés en 2022, mais en fonction des chiffres de 2021 puis avec l'inflation de 2021. Mais la game est la suivante. C'est si les salaires ont augmenté de 9 % avec des paliers qui n'ont pas augmenté, les gens, en proportion, vont payer des bons impôts. Ou ils ont payé parce que quand même, les salariés ont un prélèvement directement sur leur paye, là, on s'entend. Mais au niveau des entrepreneurs, ça va paraître aussi. Il y a des grosses recettes fiscales qui rentrent au gouvernement présentement. J'ai vu, je commence à voir des tableaux circuler, puis c'est des hausses de revenus
au niveau des impôts des particuliers, là, qui sont de l'ordre de plus qu'une vingtaine de pourcents là, en 2021 ou 2022. Non, je pense que le gouvernement, faudrait que je retrouve le chiffre, là, mais c'est du 40 milliards à 50 milliards ou du 30 milliards à 40 milliards. Passe la 40 à gratte. 50. Ah oui, C'est- ça m'amuse. Ben, Mais ça part d'où dans notre ADN, ça? Puis je comprends que c'est pas le monde en général. Le monde en général, ils savent qu'ils sont trop taxés, ils savent qu'ils sont trop imposés. Il y a peut-être une couple d'endormis qui ne savent pas, là, mais en général, les gens savent qu'on se fait couillonner depuis des dizaines et des dizaines d'années, qu'on est l'endroit le plus taxé, le plus imposé en Amérique du Nord. Tout le monde sait ça. Puis là, on est dû pour, dans un contexte où il y a de plus en plus de compétition entre les provinces, entre les États, entre les territoires, il faut s'en aller vers quelque chose qui ressemble un peu plus à nos voisins. Ça, tout le monde sait ça. Pour les entreprises, c'est la même chose. Il faut faire attention à la quantité de règlements qu'on a. On le sait parce que ça nous nuit. On n'a pas d'investissement étranger beaucoup, etc. Mais ça part d'où dans notre ADN que notre classe, je l'appelle ça la classe dirigeante, ou les influenceurs, les gens de médias, les économistes, les associations X, incluant le patronat, ça n'existe pas. Moi, je lis des journaux de partout. Je m'intéresse à ce qui se passe ailleurs. Je vis aussi 6 mois par année ailleurs. Je m'intéresse à ma place locale. Je connais par cœur ce qui se passe ici. Je suis abonné à des journaux locaux. Je regarde ce qui... Je lis ça nulle part. Des gens qui font... Tu sais, c'est pas un texte. Ça fait 1 semaine que ça dure. Implore le gouvernement de ne pas baisser. Ça existe nulle part, ça. Sais-tu qu'on est des couillons? C'est quoi qui fait qu'on est de même? Ben, écoute, de gauche ou de droite, il n'y a pas une place saine d'esprit dans le monde qui va avoir une population qui veut des hausses de taxes. Ça n'existe pas, là. Quand ils veulent des hausses de taxes, ils vont dire taxer les plus riches que moi. C'est tout le temps ça que le monde veut. Mais des gens qui disent non, on ne veut pas de baisse de taxes, taxe-moi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça. La raison pourquoi ça n'existe pas, c'est probablement que les entreprises médiatiques de ces pays-là, la source de revenus principale, c'est la population. Si ta source de revenus principale, c'est l'État, ça se peut que tes intérêts soient divergents avec tes clients. Oui, mais OK, j'enlève les médias. Tous les profs d'université, tous les économistes, qui sont 52, là. Le mari de Valérie Plante, la mairesse de Montréal, l'économiste, on a parlé l'autre fois, tous les économistes, il y en avait un, c'était Vincent Gelozo, il est rendu aux États-Unis. Tous les économistes ne sont pas de gauche, ils sont socialistes. Puis j'aimerais ça peut-être même en mettre un peu plus de gaz pour certains, mais je vais m'arrêter au mot socialiste. C'est ça à grandeur. Donc, au-delà même, puis, tu sais, même matin, un prof d'université qui dit non, moi, je m'en vais ailleurs, là, mettons, un gars de bout de ce monde, moi, je m'en vais ailleurs, le monde a besoin d'un break. Il ne perdra pas sa job à l'université parce que l'université est subventionnée d'une certaine manière par tête d'étudiants, par le gouvernement du Québec. Il n'est pas pris avec ça, lui. Mais c'est. Mais est-ce qu'il va être réinvité en commission parlementaire ou est-ce qu'il va avoir des jetons qui lui donnent quand même plusieurs centaines de dollars par jour qui siègent? Oui, des études à 50 000, il y en a plusieurs aussi. C'est tout un peu de ça. Là. Ce qui est bizarre des syndicats, c'est qu'ils ne veulent pas de baisse d'impôts, mais ils veulent avoir plus d'argent pour leurs membres. Ben là, c'est pas bizarre, c'est classique. Non, mais non. Je sais que c'est classique, mais je veux dire, le professeur, lui, qui gagne, mettons, 60 000 $ par année, dans sa vie quotidienne, ça lui ferait bien, lui, de payer un peu moins d'impôts. Pas, tu comprends? Quand tu penses à tes membres... Jerry, quand tu penses à tes membres, c'est des humains, ça. C'est pas des numéros, là, c'est des humains. Donc, j'adore ta naïveté. Hein? Les syndicats qui pensent à leurs membres, t'es drôle, toi. OK, mais là... Non, mais ils veulent augmenter les cotisations syndicales. Ils ne veulent pas penser à leurs membres. Oui, c'est ça. Je sais, mais là, arrêtez d'être méchant de même. Ça veut dire... Oui, puis si... Tu sais, à leurs yeux, il y a du monde autre que dans le système public. Quoique, dans la dernière année, il n'y a pas grand monde qui a été embauché dans le système privé. Pour eux autres, c'est on va chercher de l'argent aux autres pour la redonner aux nôtres. Donc, oui, il faut faire notre part, mais en bout de ligne, tu vas gagner parce qu'on va en chercher plus. Avec des impôts élevés, ça va nous permettre de payer nos profs au lieu de 60, on va les payer 68 000 parce qu'on va aller vous chercher une augmentation des prochaines années qui va vous permettre d'avoir un meilleur salaire. Donc, ils sont tordus un peu, mais la vraie histoire, c'est qu'ils veulent avoir des cotisations syndicales. Plus le salaire est haut, plus les cotisations sont hautes. Ça finit là. Puis plus le nombre d'employés, au niveau des profs, on va dire le ratio des DEF-profs, des choses comme ça. Il faut engager plus de profs, il faut engager plus d'orthos, il faut engager plus de ci. Tu sais,
les solutions qui sont proposées en santé, en éducation, puis dans tous les autres ministères, c'est toujours on manque de ressources, on manque de ressources, Oui. on manque de ressources. Puis on leur donne une free pass. Tu sais, on est l'État le plus imposé, le plus taxé en Amérique du Nord, puis on a un État qui n'arrête pas de se lamenter qu'il manque de ressources financières. Je veux dire, c'est spectaculaire quand tu y penses. Là. C'est un État qui est sa réel. freebase. Mais tu disais, Yann, il y a une semaine à peine, tu disais, les employés de l'État, là, c'est historique l'argent qu'ils leur enlèvent sur leur paye, là, pour les déductions, les ci, les ça. C'est comparé aux employés de l'État, mettons, il y a 25 ans, je ne sais pas trop. Tu disais, Oui. c'est incroyable la quantité. Tu sais, leur paye, ben, ça ferait bien ça. Quelqu'un qui travaille pour l'État, lui, qui paye moins d'impôts, ça ferait un job, non? Oui, il prendrait. Puis, tu sais, à un moment donné aussi, le gouvernement, où est-ce que le gouvernement va avoir de la difficulté à donner ses baisses d'impôts? Puis là, il faut se mettre les yeux en face des trous aussi. Là. C'est que les négociations avec le secteur public, là, c'est pas réglé. Là. Non, c'est pas réglé, ça va mal. Ça va pas bien. Écoute, comment tu veux que Ça ça va aille coûter bien? cher. À date, les offres qu'ils ont eues, je ne suis pas syndicaliste pour 2 cents, mais les offres qu'ils ont eues, c'est ridicule. Puis j'en ai des clients qui travaillent pour l'État. C'est mes clients qui n'ont pas vu leur salaire augmenter bien l'année passée. Mais mon monde qui est en PME, puis qui, même ceux-là qui sont dans une grande entreprise, c'est pas ça qui se passe là, en 2022. Là. Les salaires augmentent plus vite que ça. Là. Ouais, mais ils sont à la maison, puis je suis pas sûr qu'ils travaillent fort. Donc, je comprends. On ne veut pas les avoir pauvres, là, mais ils ont quand même eu des bons breaks. La COVID n'a pas été tough pour eux autres, comparativement à bien du monde. Ça dépend des corps de métier, mais ouais, je comprends ton point. Puis le télétravail, c'est un enjeu normatif, ainsi de suite. Mais Oui. reste quand même que tes salaires augmentent de 9 % en moyenne au Québec, puis le salaire du fonctionnaire n'a pas augmenté de 9 %. Fait que comment tu veux négocier avec eux en espérant que ça ne te coûtera pas cher? Non, ça, c'est sûr que c'est une bombe à retardement. C'est clair, c'est une bombe à retardement. Ça coûte Thank you, un Yann. bras, Yann ça Sénéchal, votre conseiller.net. Si vous avez besoin de lui, en ce temps-ci, on est au mois de février, on commence mars cette semaine. Pas mal la grosse période pour notre ami Yann. Disponible en podcast également sur les différentes plateformes, donc entre autres Spotify, Patreon également. On peut y aller sur YouTube, je voulais voir la face avec Frank, donc disponible. Puis nous autres, on fait un break, puis on est prêt pour se faire insulter par le Doc Boucher. Es-tu prêt, Oh, Jerry? je suis prêt. Oh, oui, je suis prêt. Mr. White, es-tu prêt aussi? Oui, parce que c'est... Trop prêt. C'est une pluie d'insultes s'en vient dans les prochaines minutes. Le Doc Boucher vient nous le sacrer une coupe de claques à la gueule. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Joe Filion. La boîte à Jerry après. Et juste avant. Je ne sais pas s'il va nous insulter tantôt, mais j'imagine que oui, mais avant de se faire insulter par le Doc Boucher, que vous pouvez écouter en podcast un peu partout sur toutes les plateformes, le Doc a envie de nous parler un peu de ce qu'on a parlé avec Yann, puis qui est le sujet du week-end, en fait. C'est-à-dire, on en apprend, hein, je veux dire. Il y a quelques jours, c'est les masses et bon rien. On vient de savoir en fin de semaine là, l'histoire de l'immunité, comme on en parlait tantôt. On vient de savoir aussi qu'il y a de fortes chances que finalement, la théorie que le vaccin, pas le vaccin, que le virus soit sorti du fameux laboratoire où on crée des virus pour essayer de justement contrer comment on va faire pour les combattre une fois que ce virus-là arrivera. Bien là, on pense que ce virus-là qui a été créé par l'humain, et pas seulement par les Chinois, là, il y a un paquet de pays là-dedans, incluant les États-Unis d'Amérique. Là, de plus en plus, cette thèse-là est en train de s'officialiser. Donc, tous ceux qui se sont fait traiter de tous les noms, eh bien, encore une fois, vous aurez raison. Et le Doc Boucher, qui a l'air à suivre cette histoire-là, en connaît un peu plus sur le laboratoire de Wuhan. Bien, c'est assez fascinant. Puis je veux dire aux autres scientifiques, c'est pas mon domaine. Là. Je vais vous rapporter ce que j'ai entendu d'un biologiste qui a étudié ça de long en large. C'est que on sait que le patient zéro a émergé de Wuhan et à côté de Wuhan, il y a un laboratoire de biologie de niveau 4, donc c'est l'étude de pathogènes assez dangereux. En partant, c'est un crissé d'hasard, là. Écoute, il ne le voit plus comme un hasard. Là. C'est ça. Mais au début, oui. quand on a su que c'était à Wuhan puis que c'était là, entre autres, qu'il y avait le fameux laboratoire, moi, c'est mon instinct. Là. J'ai un genre de pif. Là. Mais la minute que j'ai su ça, j'ai fait wow. Il n'y a pas de bébite dans un wet market. C'est une histoire. Pas de pangolin. Ouais. Là. Puis le pangolin, là. Fuck le pangolin. Ce qui a amené, puis je ne pourrais pas vous donner tous les détails scientifiques, comme je dis, c'est pas de mon domaine, mais ce que le biologiste disait, c'est que ce qui a amené la puce à l'oreille, c'est que le virus ne se comporte pas comme un virus naturel. Et dans le contexte qui a été placé, c'est
la société, le monde scientifique, les scientifiques ont dit « Hey, un jour, l'humain, la planète va affronter un super virus qui risque de nous wiper de la planète au complet. On devrait étudier ça. » Fait que les gouvernements ont investi des millions et des milliards dans l'étude. Ça devrait être quoi, un super virus? Donc, étudiant c'était quoi un super virus, ils ont fini par créer un super virus et ce serait éventuellement le coronavirus qui a été répandu partout. Et il serait émergé du laboratoire de Wuhan, qui est financé, selon ce qui a été dit, ce que j'ai entendu, par le gouvernement américain. Donc, c'est pas... Oui, on peut dire que c'est un virus qui émerge de la Chine, mais il faut comprendre que c'est un effort mondial pour comprendre c'est quoi un super virus. Et il y avait des scientifiques américains qui travaillaient dans cette équipe-là. Il y a énormément de financement qui vient de cet organe. Ben oui, c'est ça, c'était une patate chaude, là. Oui. Trump avait dit en novembre 2020, si jamais les Chinois sont responsables d'avoir laissé aller un virus de ce laboratoire-là, il va falloir qu'ils payent la facture. Sauf que le bout qui lui manquait, c'est qu'effectivement, il y a dans le financement de ça, puis dans les opérations, les Américains ont les deux mains dedans, comme plusieurs autres pays, là, tu vas me dire. Je sais même que je pense que le docteur Raoul a déjà travaillé dans cet endroit-là une couple de fois, mais ça, je l'avais déjà entendu dire une affaire de même. Ouais. Puis la chose qui m'a frappé le plus, excuse-moi de t'interrompre, Jeff, c'est que le biologiste a dit que dans la communauté scientifique, une certaine section de la communauté scientifique, pour eux autres, le vaccin n'est pas un vaccin. Parce qu'un vaccin est supposé t'immuniser. Et ce qu'ils ont remarqué dans les stats, c'est que quand on a commencé à vacciner, à certains endroits, il y a eu des taux d'apparition du coronavirus, d'infection plus grands. Là, ils sont tous en train de regarder l'impact à long terme de tout ça. Mais c'était intéressant de voir comment toute l'information qu'on avait à la base, c'était vraiment très souvent de l'émotion. On n'avait pas d'informations très spécifiques. Et eux autres sont en train de démolir ça. C'est sûr que ce ne sont pas des gens qui sont aimés parce qu'ils vont aller chercher la vérité jusqu'au bout de l'histoire, mais de plus en plus, on voit que ça se présente comme ça. Mais quand tu dis que c'est un virus qui était tellement puissant, ils ont créé ça pour un paquet d'affaires pour le rendre au max, qu'il allait se propager rapidement, etc. Ouais. Est-ce que... C'est quand même... moi, je pense que c'est quasiment des prix Nobel, là. Oui, ils ont créé, imagine-toi, là, ils ont créé un virus qui était tellement spécial que quand tu étais au restaurant, tu t'assoyais. D'abord, tu étais plus protégé avec un passeport vaccinal. Tu arrivais au restaurant, il y avait un plexiglas, tu t'assoyais, tu pouvais enlever ton masque, le virus qui n'avait pas de danger. Quand tu te relevais pour aller faire un pipi au restaurant, là, tu devais remettre ton masque parce que là, le virus était dangereux. Imagine-toi comment ils ont créé quelque chose de grandiose. Oui. C'est spécial, hein? Hey, Dan Brown, c'est un génie pareil. Dan Brown, il a écrit Inferno. Quand il l'a mis sur le marché, Inferno, c'était en 2013. Là. Inferno, moi, je suis un fan de Dan Brown. C'est un virus pour enlever du monde sur la Terre. Mm. Mais c'est ça le livre. Le résumé, c'est une histoire. Là. Mais je veux dire... Là, on dirait que c'est Inferno. On dirait que c'est le livre de Dan Brown. T'sais, en réalité, c'est ça. Là. En fait, c'est comique. Il y a un courant un peu bizarre de gens qui veulent moins d'humains sur la Terre. Ah ben oui, ça, c'est épouvantable. Mais ce courant-là, organisations qui veulent moins d'humains. Ce courant-là existe pour vrai. Là. Ben oui. Et ce n'est pas... C'est pas une patente inventée. Là. Il y a une mouvance pour, autrement dit, favoriser qu'il y ait moins de monde. La disparition d'une grande quantité d'humains sur Terre pour qu'on garde la Terre intacte. La Terre ne peut pas supporter 8 milliards. Ben, beaucoup de greens sont là-dedans. Là. Mm-hmm. Je dis beaucoup. Il y a une quantité de greens qui croient réellement que la Terre ne peut pas subvenir, donner de la bouffe à tout le monde. Puis on va quoi? On l'a pogné de 8 milliards d'habitants l'automne dernier. Il y a de moins en moins de monde qui crève de faim. Oui, on continue à manger. On mange comme on n'a jamais mangé. Oui, on mange beaucoup. Là. Exactement. Ouais. On mange beaucoup. Mais je veux dire, c'est... Oh oui! C'est des gens spéciaux parce que, voyons, ça fait 2-3 fois que je prends mon maudit téléphone. Cette gang-là, qui ont apprécié beaucoup le coronavirus, d'ailleurs, pour les raisons qu'on vient de mentionner, c'est comme des gens aussi qui sont devenus des genres d'agents de promotion de compagnies pharmaceutiques. Ça, c'est encore plus weird. Très bizarre. De voir que la gauche
Anti-Pharma est devenu une gang de crinqués pour vendre vendre des médicaments pour rendre des actionnaires et des grandes compagnies comme riches comme ils n'ont jamais fait. Je ne sais pas, peut-être qu'ils savaient que cette chose-là était problématique. Est-ce que vous avez remarqué que hier, j'écoutais le golf, le Cole, là, que son frère est mort l'année passée de manière subite. Avez-vous remarqué que chez les gens de 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, c'est la première année qu'on entend aussi souvent le mot « mort subitement ». J'ai jamais vraiment entendu ça. Ça peut arriver chez les bébés. Ça peut arriver chez les personnes âgées, mais les caillots, boum, 75 ans, mort dans sa douche ou mort dans son lit, il dormait. 30, 35 ans, on entend souvent ça. Ah oui, son frère, hier, le gars de golf qui a manqué gagner, il y a eu une grosse année l'année passée, son frère est mort. 28 ans, 29 ans, subitement. Ça, c'est un terme que j'entends trop souvent, ça m'énerve. Hey, tu veux me parler de 2 sujets, le fun, Doc Boucher? Tu veux d'abord me parler des... allons-y, je vais y aller avec ton deuxième. Oui. Tu veux me dire qu'il y a des athlètes médiocres. De qui tu parles? Il y a des athlètes connus médiocres. Il y a des athlètes connus médiocres, puis il y en a des pas connus qui veulent le devenir et qui vont toujours rester médiocres. C'est que dans la structure, en vieillissant, je te mets un petit contexte, là, c'est drôle, on dirait que j'avais déjà pas de patience dans le temps, puis j'en ai de moins en moins en vieillissant. Et un de mes services que j'offrais, c'était la performance sportive que j'ai sorti littéralement de ma business parce que je me battais à tous les niveaux, un athlète amateur ou un athlète professionnel qui veut atteindre des objectifs. Et je lui disais, écoute, tu t'entraînes, il faut améliorer ton processus d'entraînement, mais pour évoluer maintenant, il faut gérer d'autres dimensions. Il faut gérer ton alimentation parce que tu ne sais pas te nourrir. Et ça, je te parle même au niveau professionnel, là. Tu ne sais pas te nourrir en fonction de ta dépense énergétique. Maintenant, tu gères très mal ta récupération. Tu gères très mal ton sommeil. Tu gères très mal ta vie en général. Si tu veux aller évoluer, t'améliorer, tu dois gérer toutes ces dimensions. Et aussitôt que je veux sortir un athlète de l'aspect « je ne fais que m'entraîner », c'est fini. Ça s'arrête là. Même dans le monde professionnel. Tu as un tas de gens qui veulent progresser, mais qui ne veulent pas faire ce qu'il faut pour atteindre l'objectif fixé. Et dans mes 30 dernières années de carrière, là, c'est probablement la chose qui m'a le plus troublé. Je peux le comprendre d'un gros dodu, okay, qui ne veut rien faire. Mais quelqu'un qui a une chance, un potentiel de s'améliorer et qui ne veut pas le faire, ça me surpasse. J'ai même vu à un moment donné, on parle de golf, un athlète professionnel de golf avec qui je travaille, et qui est hors contrôle au niveau émotionnel, et on lui met en place des stratégies pour gérer ça, ne veut absolument rien faire. Ce qu'il veut, c'est faire ses crises. Ce qu'il veut, c'est perdre le contrôle. Ce qu'il veut, c'est attirer l'attention. Pour lui, sa structure mentale était faite en fonction de « je veux continuer à être ce que je suis pour être capable et être capable avec ça d'atteindre ce que je veux dans la vie, mais c'est infaisable. Les gens ne le voient pas. Et c'est étonnant comment on perd des athlètes en cours de route parce qu'on ne gère qu'un aspect qui est l'entraînement. Et avec le temps, ça m'a tellement... Mais ça doit changer pas mal. Ce que j'entends des affaires là, chez beaucoup d'athlètes plus jeunes. La bouffe est... En tout cas, au niveau bouffe, je pense que ça a changé beaucoup. Y a-t-il une amélioration dans les dernières années? Il y a une amélioration sur la qualité alimentaire, mais il n'y a pas vraiment d'amélioration sur la notion de réserve énergétique. Je te le mets en contexte encore une fois. J'ai un coureur qui augmente son volume d'entraînement, qui passe de 2000 calories de dépenses par jour à 3000 calories, à 3500, et qui ne veut pas consommer le 3500 calories qu'il doit parce qu'il a peur d'engraisser. Ouais. Il dit, si je suis plus pesant, je vais courir moins vite. Mais la réalité, c'est que tu vas brûler plus de gras et tu vas développer, tu vas avoir une musculature plus efficace. Mais ce que la personne ne comprend pas, c'est que quand tu t'entraînes à haut volume, tu as des micro-lésions qui vont se faire au niveau des tendons, au niveau des fibres musculaires. Tu vas briser des fibres musculaires. Et le seul moyen de guérir tout ça, c'est avec de l'énergie. L'énergie vient de l'alimentation que tu prends. Et si tu ne prends pas une l'apport... bonne barre de chocolat Mars, là. Ben écoute, quand tu es rendu, il y a Jeff, qu'il faut que tu bouffes 5000 calories par jour, là. On s'entend-tu que moi, j'ai pas de problème avec ça? OK, je faisais ça en joke. Non, mais sincèrement, là, OK, j'ai aucun foutu problème avec ça.
Tu as besoin de rentrer des calories. Je te dis pas que tu vas en manger 10 par jour, mais quand tu es rendu à 7000 calories par jour, c'est du stock pareil. C'est du stock pareil. Ah oui, tu arrives à des athlètes olympiques, c'est du 11 000, 12 000 calories par jour. On s'entend-tu qu'il faut que tu trouves des aliments denses en calories? Parce que ton estomac sera plus capable de gérer ça. Et cette dimension-là fait que tu as des athlètes qui arrivent à des phases où ils commencent à s'épuiser, ils commencent à avoir des courbatures musculaires, des blessures musculaires, ça craque. Mais quand tu leur expliques pourquoi, ils ne veulent pas le faire. Alors, on a des niveaux de transition qui sont tristes, puis moi, j'appelle ça éloge de l'athlète médiocre. Parce que tous les gens vont rester médiocres. Et si tu veux devenir un expert dans ta discipline, il faut que tu fasses ce que les autres ne veulent pas faire. Il faut que tu ailles à des niveaux où les autres ne vont pas. Et ton adaptation, ton changement, ta transformation, les résultats que tu vas obtenir résultent à très bon niveau par l'entraînement que tu vas faire. Le reste, c'est tout ce que tu vas donner à ton corps qui fait que l'entraînement va t'amener des transformations incroyables où tu vas devenir extraordinairement efficace. Mais faire comprendre ça, c'est beaucoup plus facile de faire ce que tu es habitué de faire qu'aller faire quelque chose de nouveau et de différent. Surtout si ça t'inquiète. Je t'en donne un autre exemple. Les filles. Les filles ne veulent pas engraisser. J'avais une jeune équipe de filles qu'il a fallu que je gère à un moment donné. Je te pose la question avec là. Est-ce que pour les gens d'aujourd'hui, là, entre autres les filles qui ne veulent pas engraisser, on sait dans le temps, là, on disait tout le monde était plus mince, il y avait mais les gens prenaient, la majorité fumait. Oui. Donc, fumait, ça coupait l'appétit. Oui. Donc, il y avait plein d'affaires de même, puis c'était pas santé. On savait qu'ils sont morts, ils sont quasiment tous morts de cancer de poumon, etc., etc., etc. Est-ce que c'est ça? Est-ce que les filles, tu t'apprêtes à parler des filles, les filles, elles autres, en n'ayant pas de cigarettes, puis en faisant pas ces agents de patente qui aidaient à l'époque, ça s'est transformé pour plusieurs en problèmes alimentaires. Troubles alimentaires. C'est l'enfer. Tu as mis le doigt dessus. Parce que j'étais avec une jeune équipe à un moment donné où la fatigue était très présente à travers les entraînements. Et dans le calcul, j'ai fait le calcul pour tout le monde, puis on a augmenté l'apport en calories. Même si les filles ne prenaient pas de poids, se sentaient plus en forme et plus efficaces, elles me disaient toujours, « Denis, pourquoi il faut que je mange 2500 calories par jour? Parce que là, j'engraisse. » Et je leur disais, « Est-ce que tu portes la même jupe qu'il y a 3 mois ou qu'il y a 4 mois? » Elle dit oui. J'ai dit donc, tu n'as pas engraissé. C'est une perception que tu as. On lutte dans ce monde. Sur la balance, est-ce qu'elle avait le même poids? Sur la balance, des fois, tu as un petit peu plus de poids, mais avec moins de pourcentage de gras. Donc, ils ont perdu du poids, mais ils ont construit de la masse musculaire. La masse musculaire, c'est ce que tu as besoin quand tu es sportif, d'être plus efficace. Tu sais, tu as toute cette lutte-là psychologique où tu as la jeune athlète qui, elle, ne veut pas engraisser, puis c'est pas dans le mode habituel de dire « Hey, tu vas manger beaucoup plus ». Regarde, je te mets un autre exemple. J'en ai une athlète de cirque qui, à un moment donné, est avec un entraîneur. Elle est épuisée. Je la fais manger plus. Elle maigrit, elle perd du gras, mais le muscle étant plus dense, elle prend du poids. Son entraîneur l'a carrément gueulé parce qu'il dit, là, tu ne seras plus efficace, tu as pris du poids, tu t'en viens grosse. Mais la transformation était extraordinaire. Et donc, comment tu penses qu'est-ce que la fille fait? Elle revient à une diète épouvantable où elle se prive de nourriture. Elle s'entraîne des 6-7 heures par jour où elle est épuisée et où arrivent fréquemment des blessures. C'est pas un mode de vie sain. C'est ça qui me bug un peu dans la performance sportive. C'est quand tu n'arrives pas à enseigner un athlète et le placer dans le bon contexte, tu n'es plus dans un mode sain. C'est pas sain. Puis je dis souvent à des parents, avant d'envoyer vos enfants dans du sport de haut niveau, là, assurez-vous qu'ils soient bien encadrés. Parce que si tu as un entraîneur qui te met un commentaire de même, sors ta fille de là ou sors ton gars de là. Il n'y a plus de logique physiologique ou humaine en arrière de ça. C'est quoi c'est ton deuxième point, là, les aliments, les perceptions d'aliments qu'on pense mettons, qu'ils sont bons puis sont finalement de la chenoute ou à l'inverse, ça fait qu'on pense qu'ils sont peut-être pas bons partout puis qu'ils sont pas pires? Hey, je vais te donner un exemple. Je te voyais manger ta banane tantôt. Je suis fier de toi. Parce que... Mais il y a des gens qui me disent manger une banane, c'est bourré de sucre. Ben, OK, voilà, ben, c'est exactement mon thème. Parce que c'est mon premier chose de ma journée. Moi, je fais du fasting jusqu'à 10h30, puis la première chose que je mange à 10h30, c'est une banane. OK. Ta banane, les glucides qu'il y a dedans, c'est vrai, c'est composé essentiellement des glucides. Tous les fruits sont composés essentiellement de glucides. Mais toi, tu as l'intelligence de ne pas la transformer et de la mettre en smoothies. C'est que tu apprends
au complet, nature. Ce qui fait que quand elle va arriver dans ton estomac, il va falloir qu'elle digère. La libération des glucides dans ta circulation va se faire beaucoup plus lentement. Comme la libération va se faire plus lentement, tu n'auras pas de pic d'insuline. Parce que l'insuline, elle fait stocker du gras. Mais si toi, tu arrives, tu prends ta banane, tu la mets dans le shaker, tu mixes ça avec d'autres fruits, et là, tu es bourré de glucides libres, de sucre libre, et tu prends ça, qu'est-ce qui se passe? Tu as fait la première partie ton appareil a fait la première partie de la digestion. Donc, quand tu prends ton shake, ça s'en va dans l'estomac, les glucides diffusent rapidement dans ton estomac, tu vas avoir un foutu pic d'insuline et l'insuline fait stocker du gras. Et si tu rajoutes des lipides dans ta journée, tu n'es pas équilibré dans ton alimentation, à ce moment-là, c'est quoi les lipides déjà? Les lipides, c'est les gras. Les gras. Les gras, tout simplement. Et ce que j'explique aux gens, c'est que les gens prennent les choses sous forme de calories. Tu sais, comme ils vont dire, OK, ta banane, c'est 90 calories, c'est principalement 90 calories de sucre. Oui, mais ce sont de bons glucides qui vont libérer plus lentement que si tu mets ta banane d'un milkshake. Et ça, les gens ne comprennent pas que le 1 calorie de ta banane, comme tu la prends là, n'a pas le même impact physiologique que ta calorie de banane quand tu es rendu dans un foutu shake. Parce que tu n'as pas le même impact métabolique. Et il y a des gens, et je leur dis, vous mangez santé déséquilibrée. Parce que vous vous gavez de shake à journée longue, vous pensez que vous mangez santé, mais vous avez une quantité astronomique de glucides que vous ne seriez même pas capable de consommer si vous preniez des aliments complets. Et tout ça a un impact métabolique. Et comme tout ce qu'on parle aujourd'hui de la perte de poids remonte aux années 40, c'est que tu dépenses 3500 calories, tu as brûlé une livre de gras, c'est pas vrai pantoute. Parce qu'on omet l'impact métabolique des aliments et comment ils sont présentés dans notre assiette. Prends une orange, mange ton orange, prends du jus d'orange, pour la même quantité de calories, tu n'as pas le même foutu impact métabolique. Ton jus d'orange est bourré de sucre qu'on rajouté en plus. Bien, c'est ça. Donc, tu as un impact métabolique qui est très négatif. Et si tu veux améliorer, tu as beau me dire que tu manges santé, parce que tu as plein de fruits, tu as plein de légumes et tout ça, mais que tu transformes tout ça dans ton alimentation en rendant ça rapidement accessible, c'est que ton corps ne sera pas capable de gérer ça. Ton métabolisme va être totalement déséquilibré parce que ça surpasse sa capacité d'adaptation, sa capacité de gestion. Donc, toi, tu veux dire manger l'aliment comme il est en tant que tel. Le plus possible. Je te dis pas tout le temps. Non, je comprends. Mais mettons, la banane, t'en manges de même, l'orange, t'en manges comme ça. Oui. Ouais, c'est ça. On avait l'impression, comme dit Jerry, c'est que... On se fait des espèces de kits faciles. Oui. Oui, mais tu sais, c'est pas des aliments transformés. Là. On avait l'impression que tout ce qui est mauvais, c'est des aliments transformés. Mais ça, même à changer ce qu'on pense qu'il est santé, un shake, tout le monde pense que c'est santé, un shake. Oui. C'est que ça change... L'impact métabolique, l'impact sur ton métabolisme. Okay. Comment ton corps va le gérer et comment ça va t'amener soit à stocker du gras ou à le garder en équilibre. Les gens ont cette difficulté à le saisir parce qu'ils ont tous cette notion de santé-là qui n'a pas nécessairement qui n'a pas de sens quand tu le regardes sur le plan juste physiologique. C'est une autre partie d'éducation, mais qui est longue à faire parce que les gens veulent la santé, mais ils se tournent vers des produits qui sont strictement, même là, transformés. Parce que tu viens toi-même de faire une transformation. Tu as transformé ton aliment en un shake. Tu as fait la première transformation. Tu n'as pas rajouté de cochonnerie, mais ça a cet impact-là sur ton corps. Et c'est une petite chose je ne vous dis pas de ne pas en prendre de shake. Là. Je ne veux pas démoniser des aliments. Non, je comprends, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de shakes, beaucoup de bars. Ben, exactement. Les bars, c'est le festival. Là. N'en veux-tu des bars? Hey, oui, il y en a. Tu as des bars plus comment dire, du commerce normal, mais tu as des bars très spécialisés qui valent une fortune. Protéinés. Il y a des bars qui valent une fortune. Là. Oui, mais ça reste des aliments transformés. Un coup que c'est packagé, là, t'as beau appeler ça. Hey, moi, je tripe sur la barre, pas tant de choses, oui. Là, mais ta barre a été faite dans une usine. C'est tout du transformé. Puis si tu regardes ta barre, tu as peut-être des glucides qui ont été ajoutés. Puis tu as des produits qui ont été ajoutés pour pas qu'elle se décompose trop vite dans le paquet. Là. Donc, oui, t'as beau y croire, mais l'impact sur ton métabolisme... Non, mais c'est capoté tout ça, ces affaires-là d'éléments transformés. Même le pain qu'on achète à l'épicerie, là. Oui. Ça en est un, ça? Ben, moi, je le fais avec ma machine à pain. Je sais qu'on devrait faire notre pain nous-mêmes parce que
tout ce qu'ils mettent dans les pains pour l'en faire en grande quantité, puis que le pain reste pareil, même après 4 semaines qu'il est dans l'armoire. Il n'y a même pas un bout de verre encore. Il y a quelque chose là-dedans. Ben oui. Le lait, tu sais, moi, j'ai des problèmes avec le lait. Puis j'ai plein de fermiers qui m'ont écrit. Ils m'ont dit, c'est parce que le lait, on a tendance à penser que le lait, c'est comme dans le temps, là, ça sort de la vache, on enlève la crème, on le met dans une bouteille, puis on te l'envoie. Mais là, avec tout ce qu'ils ont rajouté, vous remarquez que le lait, tu sais, avant, là, on était jeunes, le lait, là, il arrivait du laitier, mais ça arrivait souvent que le lait, qu'on ouvrait à peindre, wow! Ouais. Tu sais, après une semaine, il était plus bon. Là, aujourd'hui, le lait, tu peux l'oublier 3 semaines dans le frigidaire, tu ouvres la chose, il sent correct, là. Oui. Donc, tout ce qu'on a rajouté, tout ce qu'on a mis dedans, tout dépendamment de la compagnie qui transforme le lait, il y en a qui utilisent tel produit, tel autre produit. Souvent, c'est à ça qu'on réagit. Hein? Oui, exact. Puis regarde, Jeff, on parlait du pain. Le pain que je fais, quand je sors mon pain, il doit peser 4-5 livres. Okay? Tu t'en fais un vrai, là. Oui, du grain entier. Oh, oui. Quand je me mets une tranche dans l'estomac, j'ai un aliment dense. Je peux pas crever de faim. OK, mon estomac l'autre pain, tu manges ça, puis on dirait que tu as le shake après 1h15. Oui, parce que tu as mangé de l'air. C'est de l'air. Oui. Tu as mangé de l'air. Oui, c'est de l'air. Et on oublie que on est des animaux qui remontent à 200 000 ans. On a mangé pendant des millénaires, on a mangé des aliments complets. Et là, aujourd'hui, on pense qu'avec des aliments transformés qui sont de l'air, qui sont vides pour la plupart des cas, qu'on va arriver avec le même effet. Donc, il y a des gens qui arrivent et qui crevent de faim avec ça. Mais si tu manges des aliments complets, tu te sens ton estomac plein dans la journée, tu creveras pas de faim puis tu n'auras pas envie d'arriver chez vous à 6 heures le soir et de bouffer tout ce qu'il y a dans l'armoire. Non. Donc, tu as un impact, excusez les termes un peu scientifiques, tu as un impact mécanique qui est ce que ton estomac va ressentir et tu as un impact physiologique, métabolique des aliments que tu vas consommer. Et ces transitions-là que tu vas faire vers des aliments plus complets vont non seulement t'amener à couper ta faim, parce qu'il y a des gens assez épais pour aller s'acheter des coupes-faim, quand les meilleurs coupes-faim, c'est d'avoir des aliments denses, c'est d'avoir des protéines tôt le matin. C'est quoi les aliments denses, les plus faciles? Ben, des grains entiers. Je te parle de pain. Là. Si tu as des grains entiers, c'est des aliments denses. Tu vas aller chercher, tu vas aller chercher des aliments plus protéinés. Comme dans ces pains-là, tu vas avoir plus de protéines. Donc, les protéines qui viennent du gluten, les protéines vont te sentir quelque chose de ça. Tu vas sentir quelque chose de solide dans le corps. Comme d'autres aliments denses qui sont plus difficiles à digérer, qui donnent un effet de lourdeur, des noix, des amandes qu'on oublie. Et tout ça nous amène toujours à une base, la foutue diète méditerranéenne. Des grains complets, des noix, des amandes, du poisson, de la viande, mais de façon modérée. Modérée. Et tu arrives avec un équilibre de vie où ton corps... Là, la viande, là, j'en parle pas dans ton histoire. T'en veux plus, non, Jeff? Non, je suis correct. Là, la viande, ne tombe pas là-dedans. Là. Non, touche pas ma viande. Eh oui, moi, je suis un mangeur de viande. C'est correct. Hey, savez-vous, parlant de viande, vous savez qu'on dit que la viande cause le cancer? Oui. Savez-vous à partir de quelle quantité? C'est pas moi qui ai fait l'étude, là, mais je l'ai vu, puis c'était vraiment passionnant. Si tu manges plus que 5 onces chaque jour, tu augmentes tes risques de cancer. Ah oui? 5 onces de viande. Faut que tu en manges de la viande là, pour arriver à ça. Donc, tu t'entends que... Quand on parle de viande, est-ce que ça inclut le poulet? On était à plus viande rouge. Viande rouge, oui. OK, plus viande rouge. Ouais. Est-ce que le porc est dans la viande rouge? Oui. Oui? Oui, dans la viande rouge. Ah. OK. Mais le porc est dans la viande rouge? Ben, à mon avis, oui. OK. À mon avis, oui. Mais donc, tu vois que tout est basé sur un tas de croyances et très peu de faits en ce qui a trait à l'alimentation. Et les gens aiment être dans des gangs. Hey, moi, je fais partie de la gang qui prennent des protéines, pas tant de choses. Moi, je suis dans la gang qui fait la diète, pas tant de choses. Oui. Oh, oui. Et on n'a plus de foutue logique à travers ça. Et plus on est éduqué, mieux ça fonctionne. Donc, il faut se bourrer avec des aliments qui vont nous soutenir. En réalité, c'est ça. Jerry, crève, t'as le mot. Ben, Toi qui es un ex-cuisinier. Oui. Quand on se parle de se bourrer. Une bonne pizza. Oui, mais des avocats. Oui. C'est aliments denses. Oui. C'est gras. Non, mais moi, je trouve que oui, mais c'est des ça bons gras, bourre. Jeff. Moi, je trouve C'est que des ça bons gras. bourre. C'est ça, exactement. T'as tout compris, Jerry. Thank you, le Doc Boucher disponible... Oui, vas-y donc. DenisBoucher.com. Hey, puis s'il y a des gros dodus qui voudraient maigrir, là, je pars une session mercredi 1er mars. Donc, c'est le temps de vous inscrire, mes petits gros.
Mes petits gros. C'est des gros gros. C'est des gros gros. Salut, merci. Doc Boucher, à docboucher.com. On est parti pour la pause et après, on a le dernier bout avec notre ami Jerry et justement un bout de boîte sur Radio Pirate Live. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. Radiopirate.com. Est-ce qu'on est prêt pour la boîte, mon ami Jerry? Oh oui. On parlait de bouffe avec le doc. McDo va faire un test en France. OK, tu me parles. Moi, je te parle. Hey, mon je te parle. burger hier. Là. Hein? Mon burger hier que j'ai mangé. Si, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont en Floride, là, mais cette chaîne-là, c'est un peu comme un genre de Saint-Hubert, là, mais avec un gros menu. Là. Mais hier, mon burger chez Miller Ale House. OK, Miller Ale House. 9,99 cheeseburger. Boulette qui est médium, qui a du jus dedans. 2 grosses tomates, 2 gros cornichons. 2 tranches de fromage. Ah, regarde. On a mangé à 2 avec pourboire inclus. J'ai donné 20 de pourboire parce qu'on a un super service. J'ai donné 20 pourboire. On a pris, on était le jour, là, on était le midi, donc on a pris un genre de breuvage normal. Là. Pas de boisson. Ce que je veux dire, c'est pas de boisson. Et pourboire inclus, taxes incluses, 33$ les deux. Quand même, aujourd'hui, on n'est plus obligé d'en. Ah, c'est US. Mets-le à 40$. Mets-le à 40$ canadiens. On n'est plus habitué d'aller manger un gros lunch et que ça coûte 40-50$. Non, ça c'est. Non. Aujourd'hui, c'est un déjeuner, 2 déjeuners au restaurant. Des beaux déjeuners quand même. Là. C'est-à-dire, c'est pas. T'es bien servi. 3 déjeuners, c'est 100$. C'est ça, du café à volonté. Il y en a qui en boivent en maudit du café le matin. Là. C'est pas 1, 2, 3. Il y en a, là, c'est la cruche va y passer. Là. Mais c'est. Pour 2 personnes, t'approches le 60. Voulez-vous des crotons? Là, tu dis, si tu dis oui, là, c'est. Là, tu mets le pied dans le 4,95 de crotons. Là. Oui. Et là, okay, bon, on va prendre le croton, OK, seulement. Voulez-vous remplacer les saucisses par le bacon? Oups, boing! Des fois, c'est un petit surplus. Non, regarde, ça n'arrête pas. Là. Et qu'est-ce que McDo va faire? McDo, ils veulent faire un test sur. On sait que McDo, ils font beaucoup de tests. Hein? Et ils choisissent leur place pour faire des tests. Là, ils vont faire un test sur des. Vous aimez les frites de McDo? Et là, ils vont avoir des frites de carottes, des frites de panais et des frites de betterave. Donc, ils veulent tester ça. Ça ne marchera pas. Okay. Moi non plus, je pense pas. Des frites, parce qu'ils disent des frites de légumes. En réalité, des patates, c'est des légumes. On s'entend-tu? Mais ils veulent... ça ne marchera pas. Ouais, mais là, c'est parce que là, tu t'attaques à quelque chose pareil. Là. Est-ce que les ketos... OK. Les ketos, présentement, ils se font des poutines. Les ketos. Il n'y a plus de keto, ben. Il n'y a plus de keto, là? Il y en a moins. OK, c'est le keto festival est moins fort. Mais les ketos, non, ils se mais faisaient quoi? Il y en a encore, mais tu sais, il y a des vrais ketos. Eux autres sont encore là. Mais tous ceux qui sont arrivés parce qu'eux autres, ils embarquent dans tous les modes de bouffe pour essayer de perdre du poids, eux autres sont rendus au fasting. OK, ils sont rendus ailleurs. Parce que les ketos, vrais ketos, je pense qu'ils le font pour des problèmes physiques. Là. Je pense qu'ils veulent faire ils ont des problèmes d'enflure et de patente. Là. Ça veut dire, c'est comme un problème physique en tant que tel. Mais il y a les autres ketos qui le faisaient pour rester mince. Parce que mais il y en a beaucoup qui le faisaient à cause de la mode. C'est des modes, là. Souvent, c'est des modes. Ça ne veut pas dire que ça n'existera pas. Il y a encore du monde sur Weight Watcher. Là. C'est pas un mode bien, mais il y en a encore. Oui. Ah, il y en a. Non. Weight Watcher, oui, c'est ça, mais il y en a pas mal. Moi, je sais. Mais c'est toutes ces Weight Watchers, toutes ces grandes multinationales-là, c'est cyclique. Hein? C'est exactement ce que je te dis. C'est cyclique. Je te dis pas que le keto va disparaître. Le keto, il va toujours en avoir. Il va y avoir les vrais de vrais qui vont le pratiquer pour longtemps, mais tu sais, quand tu vois que ça devient... chaque fois que tu vois 6 personnes, il y en a un qui dit qu'il est keto. Ben, ça, aujourd'hui, là, rappelle-toi ceux qui t'ont dit qu'ils étaient keto il y a 1 an et demi. Regarde-le en ce moment, ils sont plus keto, là. En tout cas, s'ils sont keto, le keto ne marche pas. Parce qu'ils ont tous repris du poids. Puis sont tous retombés. Là. C'est comme le vegan. Vegan, excuse-moi, on n'entend plus parler bien, vegan. Vegan, plus tranquille. Très tranquille. Écoute, tous ceux qui ont essayé la viande vegan, le Beyond Meat, c'est un crash de char épouvantable. Là. Ouais. Je suis surpris que McDo embarque encore d'une affaire de même.
En ce moment, Weight Watchers sont dans un passage à vide. Là. Oui. Mais ça, Moi, je regarde l'action En bourse? OK. OK. Mais ça, McDo, je me trompe-tu? C'est en France qu'ils font ça? C'est en France, oui. Ouais. Donc, ils veulent le tester, justement. Mais le test n'est pas long. Là. Ils font ça pendant 1 mois. Ils veulent voir un peu qu'est-ce qui va sortir de ça. Mais quand même, McDo sont toujours à la recherche de quelque chose. C'est normal. C'est tout à fait normal. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Ah oui! Il y a toujours une patente. Dans la boîte, c'est souvent une petite nouvelle du Dôme. Là, j'ai 2 nouvelles de Dôme. QS qui veut Québec solidaire. Québec solidaire veut protéger les restaurateurs. Sont-tu fins? Ah! Oui. Eux autres sont... Ils les ont aidés pas mal? Oui, ils voulaient les enfermer. Ils ne voulaient pas qu'on rouvre les restaurants. Ben oui. Ça veut dire, mais là, ils veulent les protéger. Ah, Ils les aiment, moi, ils c'est les aiment, ils les aiment, ils les aiment. Ils les aiment. Là, QS veut que le gouvernement Legault, la CAQ, passe une loi pour limiter le tarif que Sont-tu les fatigués Uber... avec les lois? Ah, c'est étonnant, ça. Les lois de quoi? Ils veulent que c'est Uber, DoorDash, Skip. On s'entend-tu? Eux autres, ils chargent quelque chose au restaurant. Bon. Je sais qu'à une certaine époque, c'était 30 %. Là, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est plus ça. Les chiffres qu'on entend aujourd'hui, c'est 18 %. J'ai entendu 18, exactement ça. Mais là, eux autres, ils veulent passer une loi pour que ça soit maximum 20 %. Ils veulent que ça soit écrit dans une loi. OK. Je l'ai lu, cette affaire-là. Là. Et écoute, ils veulent pas nous parler jamais, ce monde-là. Là. On a un maire QS qu'on appelle Mr. White, il laisse des messages, il veut rien savoir. Il veut rien savoir. Donc, le maire QS qui nous trouvait bien fin, bien drôle, il nous accordait des interventions d'une demi-heure, puis là, mais du jour au lendemain, on n'est plus correct. Moi, là, quand t'es faible de même, ça m'énerve. Si t'es pas capable d'aller voir quelqu'un qui ne pas bien ce que tu fais, puis t'es politicien, fais pas ce job-là. Fais un autre job. Voilà. Reste à Centraide. Puis, oui, à Centraide, ça faisait bien. Ça faisait bien. Il était content, Bruno Marchand, quand on y parlait tout le long de la COVID pour ramasser de l'argent pour Centraide. Oui. C'est lui qui me textait. Hein? T'es-tu content? Puis moi, je répondais tout le temps, by the way. Des ouais, fois, là maintenant, on le texte pour voir ce qui se passe avec, parce que c'est très, très, très louche ce qui arrive. Il répond plus. Il ne répond plus à nos téléphones. Anyway. Mais il répond à Montréal, par exemple. Ah oui, il est avec Paul Arcand ce matin. Ben oui, il va à Montréal, qui n'est pas sa ville. Ça, c'est spécial. Mais, ça pour dire que... c'est quoi qu'on parlait, là? C'est QS. Quand je l'ai lu à patente. Là, moi, ce que je comprends pas, là, c'est... Tu sais, à un moment donné, ces compagnies-là existent. Les lois du marché font que si elles demandent trop cher, ils vont se le faire dire. Ils vont perdre des restaurants, ils vont se faire dire non. S'ils ne payent pas assez cher leurs chauffeurs, les chauffeurs vont quitter. Ils vont s'en aller pour d'autres choses. Surtout dans le plein emploi. Là. Donc, le marché les corrige à tous les niveaux. Là. Puis si mettons, il reste trop cher. Mettons, il reste à 22 %. Puis le restaurant, il dit, ben non, moi, à 22 % j'embarque pas. Il dit, à 15, 16, 17, j'embarque, mais à 22, j'embarque pas. À 22, je vais m'acheter 2 chars, puis je vais mettre des gars dessus. Je vais embarquer, je vais me prendre des livreurs moi-même. OK? C'est ça. Après ça, ou quelqu'un qui veut être chauffeur, Uber, Eats. Puis là, il dit, il ne paye pas assez cher. Mais ni les restaurateurs, ni les chauffeurs ont besoin de rester là. Je veux dire, ils ne sont pas esclaves. Et ils s'en vont. Et qu'est-ce que ça fait quand les chauffeurs s'en vont, puis à chaque fois qu'ils demandent pourquoi tu t'en vas, tu ne me payes pas assez cher. Le restaurateur, pourquoi tu n'es pas resté? Tu as assis 2 semaines. Pourquoi tu n'es pas resté? Ça coûte trop cher, je n'ai pas d'argent. Je sors des plats, il y a un gars qui vient chercher des affaires, mais à la fin de la soirée, j'ai brassé bien de la bouffe, j'ai brassé bien de l'argent. Probablement que tu ne fais plus que moi. Donc, j'arrête. Oui. Le gars, il va dire, attends un peu, là, je vais peut-être... Ouais, t'es à combien, toi? 21,8 %. OK, je vais te baisser à 17,9 %. Ça ferait-tu ton affaire? On peut-tu continuer? Ben oui, ça va s'arranger demain. On a zéro besoin de QS et de règles. On n'a pas besoin de règles. Comme tu dis, c'est le marché qui va fixer. Puis au pire, allez, ils crèvent tout. Ils sont tous trop caves pour s'ajuster en fonction de ce que les restaurateurs sont capables de payer, puis le salaire qu'ils doivent donner aux chauffeurs. À un moment donné, il n'y aura pas. Il n'y aura plus de restaurants sur l'application de Uber, puis il n'y aura plus de chauffeurs. Donc, il n'y aura plus de business.
Donc, tu n'as pas besoin de règles pour ça. Mais comment ça se fait qu'il y a encore des chauffeurs? Les chauffeurs C'est ça. sont exploités. Ben oui, mais il y a encore des chauffeurs. Si Uber, DoorDash ou Skip, c'était des compagnies québécoises, QS ne l'aurait pas demandé. Parce que c'est des compagnies américaines. Ouais, c'est ça, patente. Il y a une patente en l'air de tout ça. Là. Et qu'est-ce qu'ils pourraient se mettre le nez là-dedans, eux autres? Ça n'a aucun rapport. Hey, mon autre affaire de dôme, ça c'est vraiment spécial quand même. Ben, on le voit venir depuis longtemps. Là. À Montréal, j'aime beaucoup Montréal. À Montréal, dans l'arrondissement Ville-Marie. Ville-Marie, arrondissement, et une partie de l'arrondissement Ville-Marie, pas loin du pont Jacques-Cartier, on l'appelle ça le village. C'est la nouvelle manière de dire le village gay à Montréal. Aujourd'hui, on l'appelle le village. Donc, le village qui est quand même depuis très longtemps, un quartier, je veux dire, un quartier de resto, de bar, de boutique. Il y a des magasins d'antiquités. C'était un quartier en effervescence. Puis, il y avait de l'ambiance, puis c'était... Mais là, c'est incroyable. Là, c'est incroyable. Tu n'es pas plus montréalais que ça. Là, tu es très, très Montréal. Et là, il y a des personnes qui habitent le village, justement. Ceux qui habitent là, ils habitent l'arrondissement. Ils habitent cette place-là. Ils veulent sacrer le camp. Beaucoup de monde veulent partir. Sacrer le camp en banlieue. Ils veulent s'en aller. Parce que le village, c'était c'est pas moi qui le dis. Ils ont interviewé plein de monde. C'était un havre de paix. Tu sais, le village, là, c'était une place à le fun. Les gens, quand tu voulais veiller le soir, il y avait des bars, il y avait de l'ambiance. Tu vas là, c'est le fun. Mais il y a du monde qui habite aussi. Mais les gens qui habitent cette place-là, ils disent ouais. Dégradation majeure dans les dernières années. Oui, décapitule la grandeur. Eux autres, ils disent ça a commencé il y a une dizaine d'années, puis aujourd'hui, c'est vraiment là, terrible. Là. Même, ils ont peur de marcher le soir. Ils disent que, c'est pas moi qui le dis, là, c'est plusieurs habitants de la place. Ils disent il faut vivre de jour. Dans le sens que si tu vas faire ton marché, tu vas, tu sais, je sais pas. Christy, au mois de novembre, c'est pas long? Non. Il faut que tu vives de jour. Si tu vas faire ton marché le soir... Au mois de novembre, à 4h15, tu rentres, là. Oui, si tu vas faire ton marché le soir, là, à 7h, là, au marché du coin, là, 2 rues plus loin, là, tu te fais suivre. Le métro Baudry, là, c'est pas chic, là. Des agressions, du monde qui se font voler le sac. Mais qu'est-ce qui arrive chez nous? Des gens en overdose. C'est des affaires qu'ils ne voyaient jamais. Là, c'est plein de monde en overdose. Donc, même, Jeff, pense à ça, là. Même le village, même le monde qui vivent là, veulent s'en aller. Imagine-toi. Ça, c'est la dernière gang que je voyais, partir. C'est la dernière gang. Ben oui. Les autres, ils veulent partir. Wow. M'excuse, là. Montréal, c'est vraiment triste, là. Vraiment, vraiment triste, là. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Ah oui, il faut que je te parle de ça. Je suis allé glisser un petit mot un matin, mais parce que ça commence aujourd'hui, mais c'est vraiment space. C'est très, très... J'aime l'expression, moi. C'est space. C'est particulier. Débute aujourd'hui à Barcelone le MWC, Mobile World Congress. C'est la place pour tout ce qui est dédié à la mobilité. Là, on présente les nouvelles bébelles. On s'entend-tu que dans la téléphonie, pour les téléphones, on plafonne un peu. Là. On s'entend-tu depuis... je comprends. Les caméras. Bon, on est à la même place que 5-6 ans. Avec des téléphones plus performants, je veux dire... ils sont rendus à 2500$, on ne sait pas pourquoi. Voilà, il y a une meilleure caméra, oui. C'est ça. Même, justement, le S23 qui vient de sortir là, de Samsung, puis c'est tout... On l'approche le 2000. Là, c'est là qu'on s'en va. Là. Puis même, ça dépasse 2000. Ça va dépasser 2000. Même Apple veut sortir un modèle très haut de gamme, là, particulier. Donc, puis il va se vendre, mais quand même. Mais l'affaire, c'est que là, il y a une nouvelle technologie assez spéciale qui appelle écran déroulable. Je vais le mettre en français. Écran déroulable. Donc, imaginez une seconde. Là. C'est dur de le dire comme ça à la radio, mais quand tu le vois aller, c'est capoté. Donc, c'est un téléphone, à peu près... un peu plus carré qu'un téléphone ordinaire. Donc, il y a la forme d'un flip. Tu sais, un flip, c'est carré, tu le rouvres, c'est rectangle. Là, c'est carré. Mais en pesant sur le piton, l'écran s'agrandit.
Il y a un genre de petit rouleau en arrière intégré. Puis cet écran-là, qui est capoté, il y avait ça des écrans parchemin. Cet écran-là va aller chercher. Donc, tu passes de, mettons, à peu près 5 pouces, ton téléphone 4,55, tu vas monter à 6,5. Donc, ton téléphone va s'agrandir. C'est comme capoté à voir. Là. Vraiment capoté. Donc, c'est une technologie qui va être présentée. Ça a été présenté l'automne dernier, sauf que personne ne l'a eu dans ses mains. Là, il y a on va le voir passer le vidéo. Là. Il y a du monde qui vont l'avoir dans leurs mains. Je ne sais pas où est-ce que ça va mener. Est-ce que c'est un produit qui peut intéresser du monde? Je sais que le flip a intéressé un peu de monde. Là. C'est quand même pas si pire que ça, les ventes de flip en tant que tel. Parce qu'il y a du monde qui aime ça avoir un téléphone petit dans leur poche. Mais de temps en temps, ils vont l'ouvrir pour voir des vidéos, pour avoir plus d'écran. Mais c'est le même principe. On aime ça avoir un peu. Parce que des gros téléphones, des fois, dans les poches, c'est étonnant. Donc, plus petit téléphone dans la poche, mais quand tu t'en sers, tu peux dérouler. Donc, l'écran s'agrandit. Une technologie. Dérouler le rebord. Exactement ça. Yes. Dérouler le rebord. Puis qu'est-ce que j'ai pour toi aussi? Une petite faut que je te bête, dise. Jerry. Une dernière. Ben oui. Damien Lillard. Je te parle de lui. Damien Lillard. C'est un gros joueur de basketball. Juste un mot. Juste un mot. Lui, il joue pour les Trail Blazers de Portland. Il a fait 71 points. Il a fait 71 points. Ben voyons donc, toi. Pense à ça, là. Son équipe a gagné 130. C'est arrivé à la maison? C'est arrivé... je ne sais pas si c'était à la maison. C'est la 8e fois de l'histoire qu'un joueur fait ça les 10 points et plus. Pense à ça de seconde, là. Une game de basket. Le gars fait 71 points. C'est un gros match, là. Un très, très, très gros match. Là. Un match, là, énorme. Là. C'est 40 points. Là. Ah oui, 40 points, c'est 40 points, là, c'est des games d'enfer. Là. Curry fait des games de 40 points, puis LeBron fait des games de 40 points de temps en temps. Lui, mettons qu'il joue au hockey, là, c'est l'équivalent de compter 8 buts pour un seul joueur. Là. C'est ça. Là, tu dis, c'est ça. L'équipe a gagné 10 à 3, puis lui, il a 8 buts. C'est un genre d'affaire de même. Donc, c'est quand même assez spectaculaire. J'ai-tu une dernière petite patente? Juste, on a parlé en début de show de... C'est le Dodieu qui m'écrit là-dessus. On a parlé en début de show de comment il s'appelle? Scott Adams, qui s'est fait canceller avec sa bande dessinée, là, qui est dans tous les journaux. Même, on dit, je pense en Amérique, le Canada, c'est là. Il y a d'autres pays, je pense, l'Australie, il était là. Ce gars-là faisait de l'argent sacrément avec ça. Mettons que le journal payait 500$ par semaine. Mais t'as 1000 journaux qui payent 500$ par semaine. Il était même ici, au Québec. Il était dans le soleil, ce gars-là. Oui, hein? Est-ce que le soleil l'avait encore? C'est la question que je me pose en fin de semaine. Je ne sais pas si le soleil l'avait encore. Il l'avait encore? Je ne sais pas, ça. Je ne sais pas. Des fois, je me demande quand les versions papier ont parti, si ces gens-là gardaient ce genre de patente. Mais lui, il dit, tu sais, parce que moi, je vous disais que quand il est arrivé l'histoire des complotistes, puis qu'il a comme largué la gauche pro-covidienne, puis tout, puis qu'il les a, tu sais, il a comme dit à un moment donné, ben écoute, je vous donne toute raison, là, je viens de faire le tour. Finalement, je me suis battu pendant 3 ans de temps sur la COVID, puis là, je regarde toutes les preuves, puis finalement, je me suis fait avoir, puis patata, comme dirait Jerry. Et lui, il dit, notre chum Dodu, il dit, ça a commencé avant. Il dit, ça a commencé avant parce qu'il dit, lui, il dit, dans sa gang, ils n'ont pas aimé ça. Parce que tout le monde à gauche disait que Trump allait perdre. Et lui, il disait, non, je regarde la patente, lui, il va gagner. OK. Ouais. Mais c'est pas un pro-Trump, là. Non, mais lui, il l'a dit qu'elle allait battre. Oui, c'est pour ça que je l'aime. C'est pour ça que je l'aimais souvent. Je me disais, il est de l'autre bord, mais il n'a pas peur de faire. Il n'a pas peur de brasser sa gang un peu. Là. Un peu comme le gars à TV de temps en temps là, qui comment celui qui a un genre de late show là, qui est un peu de même. Oui. Je sais que j'oublie le nom, j'ai sa face là, mais j'aime quand un liberal est capable de brasser sa gang. Tu vois, nous autres, dans la droite, on a beaucoup de monde de même. Des fois, on se dit, les gens de droite, des fois, on est dur entre nous autres, mais je trouve ça sain. Quand ça devient religieux, que tout ce qu'on fait d'un bord, c'est correct, puis il faut toujours se défendre pour des raisons X, parce que sinon, ça fait comme une genre de brèche, puis là, ça crée des remous, puis ça crée des débats qu'on ne veut pas avoir. Ça, c'est malsain. Ça, c'est très malsain. Chez la gauche, c'est très rare, mais lui, il est comme ça. Hey, thank you, man. Merci pour le show d'aujourd'hui. Merci à Mr. White pour la prod. Voilà, c'est fait pour le jour 1. Quand le lundi est passé, my God, ça va déjà quasiment vers la fin de semaine. T'es vite.
Vous allez voir Mme Poubelle la semaine prochaine. Oh, puis Mme Poubelle, on dit plus ça. Non. C'est Mme Liberté. Madame Liberté. C'est C'est-tu Mme beau, Liberté. c'est-tu beau, Madame Liberté? J'adore ça. Mme Liberté va aller vous trouver la semaine prochaine. Donc, elle va être là avec vous autres. Hey, c'est ça, on se reparle de demain pour Radio Pirate Live. Si vous voulez plus de nous, allez vous inscrire sur radiopirate.com. On a une version Prime de 2h30. Plein de stock, exclusif. Beaucoup des deux pieds sur le pouf. Et écoutable sur toutes les plateformes que vous aimez, entre autres Spotify, donc toutes les plateformes de podcast inimaginables. On se reparle demain pour Radio Pirate Live. See ya! Radio Pirate. Loud noises! Radio Pirate. Yes.